Eh bien, bonjour à tous et bienvenue dans ce live. J'espère que vous me voyez et que vous m'entendez. Normalement, la technique devrait être bonne. Peut-être que je ne suis pas si bien cadré. Je vais peut-être faire l'effort de me redresser un peu. Est-ce que vous allez bien dans le chat? On m'entend mais vraiment pas fort. Ah oui, c'est possible que j'ai baissé le micro pour enregistrer. Parce que je peux plus facilement le monter au montage. Monter le volume au montage. Attendez, je vais changer ça. Il faut juste que je me rappelle où c'est. Ça veut dire que j'ai enregistré une vidéo. Alors je peux le mettre à fond ici. Oh, c'est peut-être un peu fort. Je peux le mettre plus fort ici. Normalement, on m'entend plus fort normalement. Je vais éviter de resaturer. Je vous ai un peu niqué les oreilles. Hop, on baisse un petit coup. Voilà, ça devrait être mieux, je pense. Ok, donc rebonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Pour l'instant, on est en tout petit comité, mais ça n'empêche pas de discuter un petit peu. Quoi de neuf? Est-ce que vous appréciez d'avoir un peu de pluie, enfin? Moi, j'ai eu un peu de pluie et j'avoue que pour le petit potager, ça fait du bien quand même. Ça faisait longtemps que j'en avais pas eu. Alors, aujourd'hui, on se retrouve pour discuter d'une vidéo sortie sur la chaîne Le Réveilleur, la dernière vidéo sortie à ce jour. Ewin, t'as plein de pluie, ben moi, ces derniers temps, j'en ai pas eu tant que ça. Et même entre les orages, je suis passé un peu entre, et mes réservoirs d'eau étaient au plus bas. Donc je suis content d'avoir un peu d'eau. Et encore, il n'y a pas assez pour remplir mes réservoirs. Alors, aujourd'hui, on va discuter tranquillement, parce qu'on va peut-être attendre que ça se remplisse un petit peu. Mais on va discuter de la dernière vidéo sur la chaîne, qui s'appelle CO2 et réchauffement climatique, la meilleure approche pour comprendre. Je peux peut-être l'afficher. Ouais, je vais l'afficher. Ça sera cool. Est-ce que ça fonctionne? Yes, ça fonctionne. Hop là. On va la mettre en plein écran peut-être. Une vidéo qui fait une quarantaine de minutes, mais qui est sortie aussi en version plus courte, et où le cœur de la vidéo est plutôt... Oh, il y a un problème sur le chapitrage, j'avais même pas fait gaffe. Je me suis planté sur un chapitre. Pas très malin ça. Mais le cœur de la vidéo s'arrête là, et puis après on discute un peu de subtilité, où on essaye de justifier l'approche avec les chercheurs qui l'ont élaborée. Les mauvais... C'est vrai que ça m'avait manqué. Je la corrige en live, vous avez vu, c'est classe. Hein. 32,59, 32,59. On va changer ça quand même. 32,59. Ah oui, j'avais mis 23 au lieu de 32. Ok. Classique. Pas du tout, mais original. Effectivement. Et puis, bonne journée. Merci. Est-ce que c'est une volonté... Ah, nanana. Ewin demande d'ailleurs, est-ce que c'est une volonté de faire une vidéo plus courte que d'habitude pour qu'elle soit plus accessible? Ouais, le cœur de la vidéo est assez court pour qu'elle soit plus accessible. Et en fait, j'ai pas mal travaillé avec Valentin, que vous voyez ici à l'écran. Et Valentin, c'est lui qui met au point... Lui, c'est un chercheur en didactique, donc il essaye de trouver des méthodes pour enseigner notamment des concepts physiques. Lui, il travaille sur des concepts physiques, et pour les enseigner de la manière la plus efficace possible, pour qu'à la fin, les élèves aient bien compris les phénomènes et puissent les retenir, les expliquer, etc. Et du coup, l'idée, c'était d'avoir une approche... Alors... Il y a des commentaires qui disent que c'est pas simple à comprendre, mais d'avoir une approche vraiment où on s'appuie sur des expériences, sur des choses qu'on observe, et on construit logiquement des concepts. Et on essaye aussi de s'appuyer sur des éléments où des gens, des élèves ont déjà une compréhension ou des intuitions, et notamment on s'appuie sur le concept de rayonnement lumineux et de lumière visible, etc., pour construire un peu les autres concepts. Et on fait le choix aussi de ne pas mettre toutes les explications physiques, les explications théoriques, et de faire certaines simplifications, on va pouvoir en parler. Mais du coup, l'idée, c'était un peu de cibler des gens qui
qui essaye de comprendre ces enjeux, mais aussi qui les enseigne ou qui les vulgarise. Et peut-être même que ce bout de vidéo, sans l'interview, etc., puisse être utilisé dans un contexte scolaire, soit par petits bouts, soit entièrement, quoi. Donc c'est pas mal que ça soit plus court. Donc je sais pas combien on est là. Est-ce que je pars vraiment? De toute façon, peu importe le nombre de gens qu'on est, hein. On est 11. Ah ouais, petit. Ok, c'est pas grave. Au pire, je le fais pour vous. Voilà, vous aurez, on aura une discussion. Au moins, je verrai vos questions passer. Si on est, il y a le Roland Garros, ça, j'avoue. Bon, ça sera vu en différé au pire. Pour ceux que ça intéresse, évidemment. Donc, une vidéo où vraiment le cœur de la vidéo, c'est de montrer une méthode normalement qui est efficace et didactique, etc., pour faire comprendre qualitativement le lien entre le CO2 et l'augmentation de la température globale sur Terre, hein, donc le réchauffement climatique, même si on le sait, il y a d'autres facteurs, etc., on en parle également. Et donc vraiment, le cœur de la vidéo, c'est ça, et ça vient d'une réflexion assez longue, notamment des chercheurs qui ont travaillé sur ce papier avec qui j'ai travaillé, sur comment faire comprendre ces concepts. Parce que honnêtement, faut quand même voir les choses en face. Le réchauffement climatique, l'effet de serre, le fait que le CO2, qui est quelque chose de transparent, influence le rayonnement infrarouge, qui est quelque chose de transparent, et que ça affecte en cascade plein de choses sur Terre, hein, la température à un moment donné, mais également la pluviométrie, la fonte des glaces, l'élévation du niveau de la mer. Et ça, c'est des choses qui sont quand même très complexes, hein. C'est une des problématiques quelque part du réchauffement climatique, c'est qu'on parle de choses qui sont difficilement sensibles. Le CO2, c'est invisible, l'effet de serre, c'est invisible, l'évolution à long terme du climat, ça peut être visible pour certains individus, notamment pour les agriculteurs ou des personnes qui sont assez observatrices de leur environnement, mais c'est pas évident, surtout qu'il y a une variation journalière et annuelle de la météo, etc. Donc si on n'avait pas toutes ces connaissances scientifiques, est-ce qu'on le verrait, le changement climatique, et à quel point? C'est une bonne question par rapport à d'autres pollutions qui sont beaucoup plus visibles, hein. Par exemple les déchets qui sont laissés sur le bord des routes, vous le voyez très bien, ou même des questions de pollution de l'air, quand vous avez une voiture devant vous qui accélère et que vous voyez que ça crache des petits nuages noirs, c'est quand même quelque chose qui est beaucoup plus visible, ou que vous sentez une odeur désagréable et que ça vous gratte un peu la gorge, vous avez une expérience sensible directe, quoi. Donc le réchauffement climatique, moi qui enseigne et qui vulgarise ça depuis longtemps, il faut quand même être face à cette évidence que c'est un phénomène qui est complexe, qui est difficile à comprendre, qui est difficile à observer, et ça peut être un peu une limite. Et cette vidéo, elle vient aussi d'une volonté d'introduire une meilleure méthode d'enseigner ça, parce que ça devient quelque chose qui est de plus en plus enseigné, non seulement parce que c'est une problématique importante, hein, dont on va continuer de parler, le changement climatique, mais aussi parce que maintenant c'est au programme général de terminale, donc en fait ça c'est rentré dans l'enseignement du tronc commun, et ça peut continuer à l'être. En fait, les premiers cours que moi je donnais en école d'ingénieur il y a 3 ou 4 ans, maintenant ils sont donnés au lycée, quoi. Et pas toujours très bien, on va y venir en particulier sur les quelques problèmes qu'il y a dans la manière dont c'est enseigné. Donc voilà un peu pour le contexte. Qu'est-ce que je peux dire d'autre pour le contexte? La première fois que j'ai été en contact avec Valentin Marron pour commencer à travailler sur cette vidéo, c'était en mai 2023. Donc vous voyez que c'est des processus de long terme, comme souvent. Ça dépend un peu des vidéos, mais quand il y a des interlocuteurs extérieurs qui ont aussi leur travail à côté, que moi j'ai aussi mes priorités ou pas, ça peut être très long, hein. La vidéo sur la taxe carbone, la tarification du carbone que j'avais fait avec des collègues vidéastes de la chaîne Eureka et de la chaîne Philoxime, on avait mis plus de 2 ans aussi, donc c'est vraiment de très long terme, sachant que là le texte, Valentin avait travaillé pas mal de son côté, j'ai essayé de reprendre, etc. Le texte, je crois, il a été un peu préfixé à la fin de l'année dernière, au début de cette année, il me semble. Et puis après, il a fallu discuter des derniers ajustements, faire l'interview, filmer, et puis le montage. Hein. Là, c'est Mickaël qui a travaillé sur l'animation. Ça a été assez long aussi parce qu'il y a pas mal d'animations. Donc beaucoup de travail aussi du côté du montage de la vidéo, même si c'est pas moi qui l'ai fait. Maintenant, Mickaël de la chaîne La Biologie fait des vidéos. Je l'emploie à mi-temps pour faire du montage pour moi. Et donc là, je sais pas, il y a eu...
Je sais pas exactement combien il y a eu de jours de montage, peut-être, je dirais une quinzaine, un peu plus d'une quinzaine de jours entiers de travail sur le montage par là. Et puis j'avais aussi fait les plans d'expérience que vous voyez, je les ai fait quand je suis allé donner des cours en septembre à Toulouse. J'ai profité de passage à Toulouse pour aller à l'université où Valentin travaille, faire les quelques plans. On va en parler, parce qu'ils sont assez intéressants, hein, ces plans, je pense. Alors je vais juste prendre... je vais quand même prendre les quelques remarques, hein, déjà que vous n'êtes pas nombreux. Tiens, se dit, moi je crois que déjà faire des essais de nouveaux types de vidéos, c'est un point positif. Alors, on pourra en parler de est-ce que c'était une bonne idée, ce que j'ai tenté dans cette vidéo, parce qu'on va le voir, la vidéo n'a pas une réception qui est excellente, on pourrait essayer de comprendre pourquoi, parce que c'est important pour la survie de la chaîne. Tital se dit, montrer que le métier de monsieur existe aussi, c'est intéressant, je suis chercheur moi-même, et je ne savais pas qu'il y avait des chercheurs en didactique. Ah oui, effectivement, alors... effectivement, et j'en ai discuté un peu avec Valentin, et il y en a, c'est pas une très grande communauté, mais ça existe, et en fait c'est assez étonnant de voir que je pense que je pense que le métier de professeur de l'éducation et d'organiser tout ça au niveau de l'État, c'est extrêmement complexe, hein, donc je vais pas lancer des pierres faciles, mais j'ai quand même l'impression qu'aujourd'hui il y a des programmes qui sont élaborés sans intégrer ces recherches, notamment en didactique, et c'est un peu dommage parce que ces recherches existent et elles permettraient d'avoir une éducation qui est plus efficace. Après, comment intégrer ça correctement, c'est une question... j'aurais dû inviter Valentin pour en parler. J'avoue que je ne l'ai pas fait parce que il est bien occupé en ce moment d'un point de vue familial, donc j'ai même pas pensé à l'inviter à un live, mais peut-être quand il aura sorti un peu la tête de l'eau, on pourrait faire un live où il viendrait discuter de la didactique en physique, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'il essaye de faire, etc. Si ça vous intéresse. Ça serait un live avec un chercheur, ça serait une interview avec un chercheur. C'est peut-être pas aussi punchy que ce que vous voyez habituellement sur Twitch, mais ça peut être intéressant. Alors Datal, ouais, on va pouvoir discuter de qu'est-ce qu'il y a, enfin, de la vidéo et de sa réception. Avant, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Un peu sur la façon de faire. Ouais, donc, bon, vous avez mes deux personnages comme d'habitude. Le montage, les animations de montage, j'ai dit, c'était Michael. Et puis là, c'est vraiment des plans qu'on a tournés à l'université. Ces séquences-là, notamment la séquence du sac poubelle, dont il faudra discuter un petit peu. Et puis après, il y a quelques autres séquences que Valentin a fait lui-même, hein, notamment les séquences sur les ballons. Qui sont très importantes dans la compréhension, mais j'étais pas présent au moment de ces séquences-là. Ça, c'est une séquence qu'a fait Michael pour l'autre vidéo dont on a parlé la dernière fois sur Twitch, hein, parce que les derniers lives, c'était que des lives post-publication. Et après, il y a une autre séquence aussi, celle sur la... où une flamme est observée là, et ça c'est pareil, c'est du travail de Valentin qu'il utilise déjà quand il doit enseigner lui ces concepts là. Voilà, alors ça, je sais pas si vous avez des questions un peu sur la jeunesse du projet, comment ça s'est fait, etc. Et après, Valentin, donc, qui est chercheur en didactique, a travaillé avec des personnes, des chercheurs qui eux sont spécialistes du climat pour essayer de trouver la meilleure manière de vulgariser, et notamment, vous voyez dans l'interview un monsieur qui s'appelle Jean-Louis Dufresne et qui a fait beaucoup sur la vulgarisation du changement climatique en France, hein. Si vous tapez son nom sur YouTube, vous verrez des conférences de lui, et on lui doit aussi des conférences où il montre déjà des choses avec des caméras infrarouges, etc. Et on lui doit aussi un article assez intéressant. Voilà. Donc il est actif depuis longtemps, hein, sur ces questions-là. Ah, c'est marrant que la vidéo soit référencée ici, c'est assez intéressant. C'est parce qu'il y a Jean-Louis Dufresne dans la description. Je savais pas que le moteur de recherche utilisait les mots de la description, je croyais que pendant un moment c'était pas le cas. Et il a aussi écrit un article avec un autre chercheur qui s'appelle Jacques Trainer. Où il parlait déjà de l'effet de serre, qui est un article qui m'avait pas mal aidé à un moment où je m'intéressais à ces questions, et qui reste qu'on croise régulièrement quand on commence à s'intéresser à ces questions. Donc c'est bref, des personnes qui 2011, donc
Jean-Louis Dufresne, il était sur moi, enfin pardon, il était sur ces questions bien avant que moi je m'y mette. Donc un monsieur qui a beaucoup fait pour ces enjeux. Donc voilà, un peu pour le cadre général, sachant qu'il a relu le script, surtout qu'il a travaillé avec Valentin sur la méthode que moi je ne fais que présenter, et il a participé à cette interview. Après, alors quelques commentaires sur peut-être ce format qui est un peu atypique sur les choses que j'ai essayé ou pas. Donc là, c'est vraiment un format où la réflexion se fait plus sur avoir l'approche la plus pertinente possible, et on le dit un peu en conclusion, c'est important aussi, je pense, pour comprendre comment la science fonctionne, comment on construit des concepts solides, comment on peut s'appuyer sur l'expérimentation. Alors je dis pas que toutes les connaissances scientifiques peuvent être présentées ainsi avec des expériences simples, mais ça permet de démystifier un peu les choses, parce que ça arrive, et notamment dans le contexte éducatif, qu'on présente les résultats scientifiques un peu comme des dogmes. La Terre est ronde, mais on n'explique pas pourquoi on le sait, comment on le sait. Et même moi qui ai fait une école d'ingénieur, une grande école d'ingénieurs qui oriente à la recherche en plus, j'ai pas du tout eu d'éducation sur l'histoire des sciences, la philosophie des sciences, qu'on appelle l'épistémologie, voilà, qu'est-ce qu'une expérience, qu'est-ce qu'une théorie scientifique, etc. Donc je pense que la logique de Valentin, c'est aussi d'essayer d'inscrire cette approche-là dans une logique de comment se construit la science, comment se construit une connaissance crédible, et qu'est-ce qui fait que cette connaissance est solide. Donc ça, c'est un peu pour la démarche générale. Après, j'ai essayé différents trucs. Je pense que c'est une des premières vidéos où j'ai des séquences de moi ailleurs, quoi, où il y a une petite expérience dédiée. Et c'est aussi une des premières vidéos où il y a une interview. Alors l'interview, ça va, j'ai pas eu trop de commentaires qui disaient que ça cassait un peu le rythme. Moi j'avais un peu peur que ça casse le rythme. En plus, il y a toujours le problème un peu d'avoir une vidéo ou même des qualités de son qui sont un peu différentes. Et par exemple, quelqu'un qui fait pas mal ça, c'est le vidéaste Homo Fabulus, qui fait plus d'interviews que moi, et je pense qu'il les intègre mieux à la vidéo. Alors Zdrick nous dit, Jean-Louis Dufresne a aussi aidé Science Étonnante sur sa vidéo sur l'effet de serre. Ah bah j'ai pas vu la vidéo de l'effet de serre de Science Étonnante, mais merci pour l'info. Je savais même pas qu'elle avait fait une vidéo là-dessus, c'est intéressant. Astérix Me dit, hello, merci pour cette vidéo, encore une fois, je pense que j'apprendrai rien de nouveau au début, et finalement, si, carrément. Alors, peut-être que ce commentaire explique en partie pourquoi elle fait pas beaucoup de vues, on va y revenir. Et juste pour finir sur l'interview, donc je sais pas, voilà, si vous avez eu la vidéo, l'interview, qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que c'est un apport intéressant? Est-ce que c'est un apport intéressant, mais il faudrait la faire moins longue? Est-ce que il faudrait essayer de plus l'intégrer tout au long de la vidéo? Vous voyez, est-ce que ça vaut le coup de refaire ce type d'interview à l'avenir? Ou est-ce que c'est plus simple d'avoir moi qui synthétise, qui résume et qui lit ça, parce que ça permet peut-être de réduire un peu le temps ou de limiter les hétérogénéités, je ne sais pas du tout. Là-dessus, je suis preneur de retour, comme c'est une des premières fois. Mais je m'attendais à avoir plus de critiques en commentaire, et il n'y en a pas eu, sur ce point. Donc Astérix Me dit, perso, je trouve les interviews toujours très cool, mais j'ai du mal à me lancer dedans quand je vois que l'interview fait 1h30. Ouais, donc là, elle est moins longue. Ce que je ne me rends pas trop compte, c'est si j'avais voulu dire la même chose, quel temps ça m'aurait pris. Mais ça permet aussi de montrer le visage des personnes qui travaillent là-dessus. Ça permet aussi de légitimer un peu la vidéo aussi, parce que ça montre que c'est pas juste moi dans mon coin qui ai fait ça, même si je dis que je me suis appuyé sur des papiers, c'est pas pareil que d'avoir des scientifiques qui viennent et qui expliquent ou qui valident ou qui corroborent ce que je viens de raconter. Donc ça, hein, c'est utile, et ne serait-ce que pour les chercheurs, ça peut être intéressant aussi. Parce que moi, quelque part, mon travail, elle existe que parce qu'il y a de la recherche en amont, des études scientifiques, des rapports et tout, que je ne fais que vous apporter, que vous vulgariser. Et souvent, je reçois pour ça une admiration qui est un peu indue, hein, dans le sens où s'il n'y avait pas ce travail en amont qui est invisibilisé quelque part, eh ben, moi, je ne pourrais pas faire mon travail, ou au moins il serait beaucoup moins utile, quoi. Et Windy, je suis pas fan des interviews dans les vidéos de vulgarisation, mais c'est un avis perso. En général, j'ai l'habitude de la vulgarisation faite par le créateur de la chaîne. Ça me fait un peu l'effet de changer de prof au milieu d'un cours compliqué. Titals dit, ah bah justement, moi j'ai cliqué car plus court que d'habitude, et parce que j'avais vu passer des trucs sur l'absence de preuves réelles de l'effet de serre du CO2. Ok. Et Mookie nous dit, le truc qu'on voit souvent sur YouTube, c'est mettre des extraits d'interviews dans la vidéo montée, plus publier la vidéo de l'interview complète à côté.
voir sur une chaîne secondaire. Ouais, ça c'est ce que fait Stéphane Debove très bien sur sa chaîne. Ouais, si je fais des interviews, peut-être j'essaierai de faire ça, d'avoir plus de cuts, enfin que les passages soient plus courts pour dynamiser. Par contre, faut que le deal soit clair avec les personnes que j'interviewe dès le début. Et en fait, avec Stéphane d'Homofabulous, on avait fait une vidéo. On avait fait une vidéo sur le comportement, le cerveau, et est-ce que notre cerveau nous pousse à détruire la planète, en gros. Et on avait interviewé Sébastien Boller, hein, dont on critiquait un peu le discours, ou la manière dont le discours avait été perçu. C'est intéressant. Ça aussi, c'est une vidéo qui n'a pas fait beaucoup de vues et qui était intéressante. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez d'autres questions sur un peu la construction de la vidéo, la genèse, le but, les différentes étapes. Je serais ravi d'y répondre. Et en plus, c'était vraiment intéressant de travailler avec des chercheurs. Alors, c'était pas toujours facile parce que Valentin peut être plus tatillon que moi sur l'usage de mots, de concepts, sur l'enchaînement des idées. Et plus tatillon que moi, ça en dit quand même beaucoup. Je sais pas si vous avez conscience de ça, mais si vous parlez avec d'autres vidéastes qui ont travaillé avec moi, je pense que je suis perçu comme universellement un peu tatillon, pour le dire sympathiquement. Et Valentin, ouais, sur l'usage de certains concepts, sur l'enchaînement, il réfléchit vraiment beaucoup. Il y a des choses, alors moi aussi, il y a des choses qu'on a changées, même au dernier moment. Il y a une séquence qui a été modifiée, et les représentations, elles ont beaucoup bougé. Donc c'est aussi pour ça que ça a pris du temps. C'est parce qu'on a passé du temps à avoir des choses qui soient cohérentes, compréhensibles, accessibles, qu'il n'y ait pas des termes dont on parle au début qui soient introduits que plus tard, qu'on évite au maximum certains concepts théoriques ou certains termes qui ne sont pas utiles. Si vous connaissez la physique, vous voyez par exemple qu'on a choisi de ne pas parler d'énergie, qu'on a choisi de ne pas parler de longueur d'onde ou de fréquence, etc. Ces simplifications peuvent introduire quelques problèmes. J'en parlerai quand j'aborderai la question de qu'est-ce qu'il y avait dans les commentaires, mais c'est vraiment une volonté de l'approche, quoi. Enfin, c'est pas par accident qu'on ne parle pas d'énergie, par exemple. Alors, avant de prendre un peu les commentaires, je voudrais parler quand même de la sortie de la vidéo. Alors, je vous montre directement ma chaîne, hein, bienvenue chez moi. J'espère que je vous montre pas des trucs que vous ne devriez pas voir. Je sais pas en vrai. Mais normalement, bon, il n'y a pas de mot de passe, etc. Bon, vous voyez que mes revenus sur les 28 derniers jours, c'est 126 €. Autant dire que sans financement participatif, je mangerai pas. Non, en vrai, je mangerai en faisant autre chose, il n'y aurait pas de chaîne YouTube, mais c'est pas ça qui me paye, donc ça, je peux vous le montrer, c'est pas très grave. Je pourrais vous montrer ce qui me paye, c'est pas très grave non plus. Donc, ce que je veux vous montrer, c'est que quand une vidéo sort comme ça, on a les performances. Donc là, je vous fais le live 9 jours après la sortie et on voit sur 9 jours la performance de cette vidéo parmi les 10 dernières. Et vous voyez qu'elle arrive bon dernière. La première, c'était celle sur le taux de retour énergétique, bon, qui a valu son lot d'interactions pas toujours agréables, mais qui à mon avis est quand même utile pour comprendre la transition, et qui a fait 146 000 vues, quand celle-là, elle en a fait 23 000. Et merci Georges Hérisson pour cet abonnement Prime. Ouais. Donc bon, je suppose que vous le savez tous ici, mais la chaîne fonctionne avec le financement participatif, notamment sur KissKiss et puis sur Tipeee, mais je préfère sur KissKiss. Donc c'est une partie des utilisateurs qui donnent de l'argent, soit ponctuellement, soit tous les mois, et moi c'est mon activité principale, hein. Je vis de ça. Donc bref, ça c'est la source principale de revenus de la chaîne, et évidemment il y a, sur l'année il y a, je sais pas, peut-être 2000 € de pub de YouTube qui s'ajoutent à ça, et j'ai quelques autres sources de revenus, je donne un peu des cours, des conférences. Mais bref, donc principalement le financement participatif qui font que cette vidéo, entre autres, existe. Donc voilà, il y a des vidéos qui ont bien marché, hein, notamment celle où il y a Jean Covici sur la miniature, celle où je parlais de la vidéo où je faisais un debunk de la vidéo du Raptor qui a été beaucoup vue, donc là je capture un peu de l'audience, et puis celle sur l'élimination du CO2 dans l'atmosphère, donc qui est une vidéo qui est sortie cette année en janvier ou février, je sais plus exactement, qui a plutôt bien fonctionné pour son sujet. Et puis il y a des vidéos qui ont été un peu décevantes, hein. Je pense notamment à celle du cerveau que je trouve intéressant, notamment pour le public de ma chaîne, que je trouve qu'il y avait une bonne miniature qui n'a pas très bien fonctionné, et celle-là, ouais, qui a très mal performé par rapport aux autres.
par rapport aux autres. Alors on peut regarder un peu plus, hein, vous voyez un peu ce que me donne YouTube, et YouTube me dit que les spectateurs réguliers de la chaîne choisissent de regarder cette vidéo moins souvent et moins longtemps que des vidéos précédentes. Donc ça indiquerait qu'il y a peut-être un souci, une inadéquation entre le sujet et mon public. Donc on va en discuter un peu plus de ça. Mais moi enfin, comment dire, je pense que cette vidéo est utile. Elle peut être utile pour un certain public, hein, sinon je l'aurais pas fait. Hein. Mais le problème, c'est un peu, est-ce que je vais atteindre le public pour qui c'est utile? Et ce qui serait bien, c'est qu'elle atteigne du public qui est un peu exigeant sur la démonstration, vous voyez, pour qui ça suffit pas de dire croyez les scientifiques. Le CO2 a un effet sur le climat. Et en particulier, je pense que ça peut être utile au lycée ou sur des personnes qui vont être formatrices sur des questions climatiques, par exemple les personnes qui encadrent la fresque du climat ou ce genre de public, ou qui sont engagées dans des associations et peuvent se retrouver face à des questions là-dessus. Comprendre un peu le fonctionnement de l'effet de serre, ou même ne serait-ce que pouvoir renvoyer sur des vidéos qui expliquent un petit peu, ça peut être bien. Et même pour former un peu des profs de SVT par exemple, qui se retrouvent à enseigner ça sans forcément avoir les bases théoriques. Et après ça pose la question de comment ces personnes peuvent tomber sur ce contenu, et donc là-dessus on peut espérer que ça se fasse un peu au bouche à oreille, ou que des sites de référence s'emparent de cette vidéo, qu'ils n'hésitent pas à le faire, hein. Moi, si elle est distribuée modifiée, etc. Vraiment, cette vidéo, elle est là, elle existe pour que le lien entre CO2 et réchauffement climatique soit mieux compris. C'est son seul but, donc n'hésitez pas à vous en emparer. Et ça, oui, je sais pas trop, je crois que les scientifiques qui m'ont aidé là-dessus, ils vont essayer de contacter les bonnes personnes. Vous voyez, je sais pas ce que vous voulez. En fait, l'idée, ce serait... à mon avis, l'algorithme de YouTube va pas forcément distribuer cette vidéo aux personnes pour qui c'est utile. Et du coup, il faudrait trouver des canaux de diffusion un peu hors de YouTube. J'ai essayé d'envoyer quelques mails ou quelques messages, je sais pas si ça donnera quelque chose. Peut-être que l'appel à s'arrêter avant l'interview a fait que beaucoup n'ont pas écouté la suite. Bah, en fait, c'est une bonne question, mais quand on regarde... où est-ce qu'on voit ça? Attendez, je vais trouver. Quand on regarde la rétention, donc la rétention, il y a toujours de l'autoplay ou je sais pas quoi. Donc au début, ça décroît très rapidement. Là, c'est le pourcentage de personnes qui regardent au bout d'un temps donné. Et vous voyez que ça décroît un peu tout le temps. Est-ce que ça décroît plus pendant l'interview? Honnêtement, je m'y serais attendu, et je trouve pas. Je trouve que c'est un peu la même. Voilà, on perd du monde. Par contre, voilà, si on passe à la outro, bah, ce qu'il y a après la outro, par exemple, les gens s'en foutent, ils commencent à regarder la suivante. S'ils veulent, hein, je remercie des gens, etc. Je demande de la thune. Peut-être qu'ils en ont marre des mentions sur YouTube. Mais je sais pas si l'interview... Et puis surtout, même dans mon public, en fait, il y a moins de gens qui ont cliqué là-dessus. Donc j'en étais à... attendez, je vais prendre les autres commentaires. C'est vrai que cette stat est étonnante. Clairement, ça fait une vidéo... C'est une vidéo qu'il fallait faire, mais ça montre que ton public n'a pas regardé jusqu'au bout pour ceux qui ont cliqué dessus, parce que ton public est convaincu peut-être. Il n'y a pas un recueil de références mis à dispo pour l'éducation nationale ou un truc du genre. Ouais, c'est là-dedans qu'il faudrait se glisser, donc n'hésitez pas, hein, si vous êtes dans ces milieux-là, à, je sais pas, envoyer un petit mail pour signaler la vidéo. Je sais que ça prend un peu de temps, mais ça peut être utile, parce que je pense que dans ces structures, des personnes qui verraient cette vidéo en comprendraient l'intérêt. Salut, j'ai commencé à le faire dans mon lycée. Je pense que cette vidéo va avoir un nombre de vues constant si elle est bien diffusée dans l'éducation nationale. Il faudrait contacter les IPR, SVT et physique, nous dit Patagium. Et ça, est-ce que toi, Patagium, tu pourrais le faire? J'en demande peut-être beaucoup, je sais pas à quel point c'est compliqué de les contacter, etc. Mais moi, c'est des structures que... Alors, je pense que les scientifiques qui m'ont aidé les connaissent, et peut-être qu'ils vont le faire pour moi. Mais soit moi c'est... Bon, évidemment, je suis déjà passé au prochain projet, parce qu'il faut toujours faire la vidéo suivante, donc j'aurai pas tant de temps que ça pour faire rayonner la vidéo. Et en plus, une des limites, c'est que c'est des structures que je connais pas nécessairement, ou que je comprends pas. Moi, je fais un travail un peu isolé. Voilà, je suis un petit youtubeur dans mon coin, et en fait ces structures, elles sont pas, enfin je les connais pas forcément. Patagium, bah écoute, si ouais, c'est ce que tu peux faire, vraiment ce que tu peux faire, si tu en connais un peu, si tu sais un peu comment ça fonctionne, que tu as déjà les adresses, n'hésite pas, ça peut aider, je pense, à ce qu'elle rencontre ça serait dommage qu'elle soit ici
qu'elle puisse être utile à des personnes et qu'elle soit pas vue. Vous voyez, si elle n'est pas vue parce qu'elle n'est pas utile ou qu'elle n'est pas bien, ou que c'est un sujet je sais pas, voilà, maintenant tout le monde est au courant de ça, et ceux qui sont pas au courant de ça, eh ben, ils n'ont pas envie de l'être. Vous voyez, si elle change rien, bah, c'est pas grave qu'elle soit pas vue, mais ça serait dommage qu'elle soit pas vue alors qu'elle peut être utile. Ouais, non, mais je continuerai de la pousser quand j'ai l'occasion. Mais c'est aussi parce que, ouais, par exemple, moi je donne un peu des cours et des conférences, mais c'est plutôt dans des entreprises ou dans l'éducation supérieure. Et en fait, j'avoue que le lycée, j'aurais même pas trop de points de contact. À mon avis, alors c'est une bonne question, mais à mon avis, changement climatique. Pour moi, c'est au terminal maintenant. Ah non, spécialité SVT. C'est au programme général, il me semble. Mais je me plante peut-être. J'avoue que je devrais savoir répondre à cette question. Pour moi, c'est pas une spé. Peut-être Patagium, il sait. Parce que si on va regarder... hop, je crois que j'ai dans les... Sur le site... Alors je vous parlerai un peu des sources aussi, j'ai des trucs à vous dire. Mais ça, c'est le programme pour atteindre les objectifs définis. Ce programme... Un ensemble d'objectifs thématiques dont les contenus sont largement interdisciplinaires. Où est-ce qu'on voit? Programme d'enseignement scientifique de terminale générale. Donc c'est vraiment terminale générale. Et d'ailleurs, vous voyez que... on y reviendra, je vais le garder de côté. Mais page 7, vous voyez que... Attendez. C'est là que le forçage radiatif est mal défini, quoi. C'est mal défini dans le bulletin officiel de l'éducation nationale qui fixe les savoirs nécessaires à ce programme général de terminale. Donc vraiment, voilà, tout le lycée se voit enseigner ces questions de réchauffement climatique, et je trouve que le programme est intéressant, il est même un peu exigeant, et c'est dommage d'avoir ce type d'approximation. Ça, on en parle un peu dans la vidéo, je pourrais revenir sur ce point précis plus tard. Donc voilà. Je pense que c'est utile là, c'est aussi utile pour toutes les personnes qui sont intéressées par la vulgarisation scientifique, de voir des petites expériences sympas et de comprendre comment l'effet de serre fonctionne. Et elle est utile et d'actualité car le nombre de collègues qui utilisent l'expérience ou le document concernant les cages éclairées remplis de CO2 ou d'air. Ah oui, il y a ça aussi, on parle de cette expérience qui est un peu mauvaise. D'ailleurs, Patagium, je ne sais pas si tu as vu, mais dans les sources, il y a un article scientifique qui explique... pourquoi cette expérience fonctionne assez mal. Bon, c'est un article scientifique, donc c'est un peu chiant à lire. Mais je pense que dans l'interview, Jean-Louis l'explique bien. Et avant le lycée, soit le tronc commun en première et terminale est plutôt axé sur la responsabilité avec l'empreinte. Ah ok, avec l'empreinte carbone. Ok, merci Patagium pour les précisions. Donc une vidéo, ouais bon forcément en tant que créateur, quand on voit ça c'est un peu décevant parce que si on revient, attendez je vais revenir sur le tableau de bord, vous voyez que 10 sur 10, et en fait là-dedans il y a des vidéos qui m'ont demandé moins de temps. La petite vidéo sur la concentration en CO2 dans l'atmosphère, on l'a fait rapidement avec Mickaël. Le résumé sur l'entropie, on a passé vraiment beaucoup de temps sur l'entropie l'an dernier avec Jean-Loup, mais le résumé c'était rapide à faire. Ce qui est décevant à la limite, c'est que la vidéo sur l'entropie elle-même n'a pas fait beaucoup de vues, mais c'est un sujet, ok, c'est un peu pointu, c'est un peu obscur. Et là c'est une vidéo qui a pris du temps à l'écriture, au montage, en déplacement, où vraiment on a essayé de bien réfléchir à la manière de présenter des choses, et le résultat il n'est pas à la hauteur de ce que je projetais, donc forcément il y a toujours un peu de déception. Et un autre truc que je voulais vous montrer aussi, c'est la question de la miniature. En fait j'ai essayé différentes miniatures, je vais essayer de zoomer un peu, je sais pas si vous verrez.
dont une qui est la moins bien réussie. Alors il n'y a pas de grosse différence entre ça, mais même là-dessus, voilà, moi je me suis dit un truc un peu visuel comme ça, avec de l'infrarouge, avec le voir pour le croire, ça souligne un peu cette idée de construire sur l'expérience, et avec un titre un peu... pour le standard de la chaîne, appeler la vidéo la meilleure méthode pour comprendre, c'est un petit peu putaclic quand même. Pour les standards de la chaîne, c'est un petit peu putaclic. Donc voilà, j'ai fait le max sur... Alors peut-être miniature, il y avait des meilleures idées, mais j'ai l'impression que c'était assez... que ça fonctionnerait mieux qu'une miniature qui ressemble à celle que j'avais déjà fait sur l'effet de serre. Donc ouais... Un peu un fail. Alors pourquoi est-ce que si elle avait fait que 20 minutes, il y aurait plus de clics? Est-ce que mon public, en fait, il a déjà eu des vidéos là-dessus? J'ai déjà fait une vidéo sur le fonctionnement de l'effet de serre, et peut-être que mon public, ça l'intéresse plus trop. Peut-être qu'il sait ça, et surtout peut-être que mon public, ce qui l'intéresse maintenant, c'est plus des vidéos sur les solutions, ou ce qu'on pourrait faire, ou les différentes technologies. Parce qu'en fait, quand on regarde les vidéos les plus populaires de la chaîne, ce qu'on voit, c'est la voiture électrique, quoi, produire de l'hydrogène, le stockage d'énergie. Bon, il y a un peu les debunks avec des têtes d'affiche, ça fonctionne bien, mais le reste, c'est quand même que des vidéos plutôt énergie, plutôt solution. Il y a quelques vidéos sur le climat, notamment celle sur l'inertie, qui a pas trop mal fonctionné, mais le reste, c'est quand même beaucoup les vidéos techno, y compris les vidéos assez anciennes, hein, comme le photovoltaïque ou le solaire thermique ou l'éolien en mer est plus récente, mais le nucléaire et le photovoltaïque et le solaire thermique, c'est des vidéos qui ont 5-6 ans, quoi. Ou alors le pic de la chaîne est derrière moi, quoi, hein. Il y a 6 ans, il y a 6 ans, il y a 4 ans, il y a 3 ans, peut-être aussi. Alors, je vais reprendre quelques remarques. Patagium au collège, c'est très light et c'est très partagé entre les SVT, la techno, la physique et bien sûr l'histoire-géographie. Ok. Ewin nous dit je préfère la seconde de miniature. Alors la seconde, c'est Mickaël. Voilà, il a fait du lobbying pour avoir sa miniature. Donc tu pourras dire à Mickaël que tu as préféré la sienne. Je lui dirai. Patagium. Non, attends. Phantos21 dit je pose la question parce que les personnes que je connais ayant quitté l'école rapidement sont larguées là-dessus pour plein de raisons qui font aussi que beaucoup ne veulent plus en entendre parler. Alors il y a eu alors ça c'est une bonne remarque, Phantos21, et je vais juste faire une parenthèse là-dessus parce qu'il y a déjà eu des remarques similaires sur la vidéo. On a parlé de la faible concentration en CO2 dans l'atmosphère. En fait, que des personnes ne comprennent pas la physique ou ne veulent pas comprendre la physique de l'effet de serre, c'est pas très grave si elle délègue cette responsabilité ou cette compréhension. Vous voyez, quelqu'un qui dit moi je comprends pas la physique et j'ai pas envie de la comprendre, mais je vois qu'il y a un consensus chez les scientifiques que le réchauffement climatique existe, qu'il est d'origine humaine, qu'il est grave, qu'il faut y faire quelque chose. Et politiquement, je pense qu'il faut faire quelque chose. Il n'y a pas de problème avec ça. Vous voyez, il n'y a aucune raison d'exiger que tout le monde ait une compréhension de la physique de l'effet de serre. Ça serait un peu absurde. Et en fait, je suis sûr qu'il y a plein de militants du climat qui poussent à faire des actions correctes, des actions qui ont un sens et qui ne comprennent pas ce qu'est l'effet de serre. Et c'est pas très grave. Par contre, ce contenu doit exister pour des personnes qui veulent comprendre, qui se disent non mais il y a un truc que je comprends pas, moi je veux qu'on m'explique avant d'aller plus loin, ou juste, même démocratiquement, on peut exiger d'avoir le droit à une explication parce qu'il va y avoir des influences politiques assez importantes. Donc que des personnes n'aient pas à comprendre ça, c'est pas un problème si elles sont... Si elles ont confiance dans les institutions, dans la science, etc. Ça le devient si elles n'ont pas confiance et qu'elles ne veulent pas comprendre. Là, ça devient un peu plus compliqué. Et après, pour des personnes qui voudraient des explications encore plus simples, sans avoir besoin d'une démonstration avec des expériences et tout, et juste des images, on peut utiliser des métaphores beaucoup plus simples. Et j'aurais pu en parler dans la vidéo d'ailleurs. C'est intéressant. On pourrait dire, voilà, en gros, l'effet de serre, c'est quoi? C'est comme une couette. C'est la couette de la planète, quoi. J'avais même un livre pour enfants qui utilise cette métaphore. Et en fait, votre couette, elle fait quoi? Votre couette, elle est pas chaude quand vous mettez dans le lit. Quand vous mettez dans le lit il est froid. La couette, elle fait quoi? Elle vous renvoie votre chaleur. En fait, elle diminue les pertes de chaleur de votre corps vers l'extérieur. Elle vous isole de l'extérieur et en diminuant les pertes, vous avez plus chaud. Et l'effet de serre, c'est quoi? En diminuant les pertes du sol vers l'espace, vous voyez, on réduit ce flux-là, ce rayonnement infrarouge en l'occurrence, mais en diminuant les pertes du sol vers l'espace, on permet à la surface d'être plus chaude.
En fait, l'effet de serre, ça réchauffe la surface de la même manière qu'une couette, ça vous réchauffe. La grosse différence entre les deux, c'est qu'une couette, le réchauffement, il est à l'intérieur, c'est votre corps qui produit la chaleur, alors que pour la Terre, c'est le rayonnement solaire qui traverse l'atmosphère, donc elle est transparente au rayonnement solaire, et cette même atmosphère, elle n'est pas transparente au rayonnement infrarouge, donc ça c'est la grosse différence. L'autre plus petite différence, c'est que c'est pas tout à fait la même physique à l'œuvre, hein. La couette, il y a notamment de la conduction, etc. Mais vraiment, l'image de la couette, pour quelqu'un qui veut juste une image pour comprendre un peu ce qui se passe, ça fonctionne très bien. Et quand on rajoute des gaz à l'effet de serre, c'est comme si on ajoute un plaid sur une couette. L'hiver, si on vous rajoute un plaid sur une couette, vous aurez plus chaud en dessous. Vous augmentez l'isolation, vous réduisez les pertes de chaleur entre votre corps et l'air de la pièce, bah, vous avez plus chaud à l'intérieur. Donc voilà, sur cette question de différents niveaux d'explication, je pense que quelqu'un pour qui ça n'intéresse pas de comprendre la physique, on peut lui expliquer qualitativement ce que c'est, et s'il est d'accord s'il a confiance dans les institutions, dans les chercheurs et dans ce genre de choses, ça pose pas forcément de problème. Patakium dit, tu pourrais aussi joindre la fondation, la main à la pâte, et ça les intéressera peut-être de te proposer des collaborations. Science étonnante, la DAG a fait avec la série Beat Science. Ok. Cédric dit, si ton public bout de la vidéo, est-ce que par ailleurs, tu gagnes plus de nouveaux publics que d'habitude? Ah, c'est une bonne question, ça, parce qu'on peut regarder. Spectateur régulier, spectateur unique. Vous voyez que j'ai le découpage sur mobile. Je suis moite-moite mobile, ordinateur. Pendant longtemps, c'était pas là. Bah, en fait, non, c'est beaucoup les abonnés qui regardent, hein. C'est beaucoup les abonnés, hein. Vous voyez que j'ai vraiment beaucoup d'hommes, qu'il y a 3/4 de trucs en France, que les gens qui regardent ont à peu près mon âge. Je vais avoir 35 ans cette année, moi, donc je suis là. Je suis au milieu des 60%. Et vous voyez aussi, moi je travaille sur les sous-titres, c'est ma mère qui les relit, qui les corrige, et je les ajoute, et c'est horodaté automatiquement. Je sais pas si on dit horodaté, enfin les codes temporels sont mis automatiquement par YouTube. Et il y a quand même presque 30% des personnes qui utilisent ces sous-titres, ce que je trouve énorme. Ewin demande, est-ce qu'il n'y a pas plus de vulgarisateurs climat-environnement qu'il y a 4-5 ans? Auquel cas, tu n'es plus tout seul, positionné sur ce segment, et ton audience peut être un peu partie ailleurs. Oui, c'est possible. Ah, il y a Loïc. Salut Loïc, est-ce que ça va bien? La couverture de survie, c'est retenir les IR ou les empêcher d'atteindre la victime. Ouais, alors la couverture de survie, elle va bloquer le rayonnement infrarouge, effectivement. Et c'est pour ça que ça peut être pas mal pour, je sais pas, les mettre sur les Velux en été pour éviter d'avoir trop de rayonnement. Après, si tu es dessous, alors je sais pas si elle joue beaucoup en conduction, mais elle va aussi bloquer la convection. Donc c'est un peu plus compliqué. Parce que voilà, dès qu'on le fait au niveau du sol, la couette dans la pièce, il y a les trois phénomènes physiques de transfert de chaleur à l'œuvre, hein. Il y a la conduction, la convection et le rayonnement. Et ça va jouer sur les trois. Alors que quand on réfléchit à l'effet de serre, dans l'atmosphère, il y a de la convection, etc. Et ça joue un rôle important, mais l'échange avec l'espace, c'est que de rayonnement. Et Win dit sous-titre, quand tu manges des trucs crispy, c'est banger. Ouais, mais 30%, c'est pas mal. Je pense qu'il y a aussi des personnes... par exemple dans les transports où ça peut être un peu bruyant, ou alors vraiment peut-être que j'articule mal et que personne n'ose me le dire, je ne sais pas, c'est une autre possibilité. Donc voilà, je ne sais pas si la longueur a joué, je ne pense pas que l'interview ait joué parce que il n'y a pas une grosse perte au moment de l'interview. Après je pense que c'est un sujet qui intéresse moins, comme je l'ai dit, peut-être des sujets plus techniques, ça aurait plus de couverture, faudrait essayer. Peut-être c'est un sujet qui fait moins cliquer. Dans une prochaine vidéo, on parlera de l'impact climatique du numérique. Alors, m'envoyez pas vos suggestions, la vidéo est déjà tournée, mais ça, peut-être, ça sera plus sexy. Et peut-être ça intéressera plus mon public. Parce que là, il y a un effet sur cette vidéo aussi. J'ai peur qu'une partie importante de mon public se dise qu'il sait déjà ça, ou qu'une partie des personnes à qui a été proposé le sujet s'est dit « non mais je sais déjà ça » et n'ait pas cliqué dessus. Y compris des personnes qui pourraient apprendre des choses sur cette vidéo. Alors Moki nous dit, il ne serait pas totalement surprenant que ton public soit convaincu de la véracité du règlement climatique et pense en savoir assez sur l'effet de serre. Ouais, c'est ce que je viens de dire un peu. Une fois le constat acté, probablement qu'il peut y avoir une volonté d'agir et si possible d'agir de manière efficace. Ouais, bah c'est intéressant, c'est peut-être quelque chose que je dois prendre plus en compte et faire moins de vidéos sur la physique du climat, même si ça m'intéresse. Bobinette Chéra, CNRS Terre et Univers organise cette année l'année des géosciences avec l'éducation nationale. Potentiellement, IEL mettent en avant des ressources pédagogiques. On l'avait fait pour l'année de la physique en touchant des publics scolaires. Ah, ça serait bien, ça serait bon à savoir. Et est-ce qu'il y a une collab avec Monsieur Bidou? Non, mais
À un moment, j'avais hésité à prendre un petit bout de sa vidéo sur les centres de données, etc., où il montrait que la consommation est un peu constante. Mais en fait, je crois que ce truc, c'est faux, a posteriori. Et puis, ma vidéo parle pas exactement de la même chose que celle qu'il avait faite sur le sujet. Navi Slide. Ah, vous entendez bébé, ok. Ouais, le bébé est debout. Mais c'est bon. Il est gardé, ne vous inquiétez pas, hein, je ne l'ai pas abandonné dans le salon en venant vous parler. Mais voilà, bon, ça vous fait un fond agréable. Vous l'entendez beaucoup ou pas? Donc voilà, dans les potentiels décalages, je vois ça. Moi j'ai l'impression que là où les miniatures étaient pas si mal, que le titre était pas si mal, j'ai l'impression que la vidéo est plutôt bien, moi je l'aime bien. Mais il y a sans doute un décalage entre mon public et les attentes de mon public et cette vidéo sur 2 points. Ils attendent peut-être un peu plus des solutions et ils ont peut-être l'impression de déjà savoir ça. Et peut-être que j'en ai trop fait sur l'effet de serre. Donc après l'enjeu, ça sera que par d'autres canaux, elle puisse arriver à des personnes pour qui c'est utile. Amo BDX me dit félicitations. Ben merci. Elle a 10 mois. Voilà. Mookie, donc plus de vidéos pour décrypter ce qui peut être considéré comme une vraie solution, est-ce qu'il est de l'ordre du greenwashing ou débunker certains éléments de langage des discours politiques actuels. Ouais, et puis aller aussi sur des sujets peut-être où il y a plus de bruit et avoir une vidéo un peu claire, ça peut être intéressant. Parce que sur l'inertie climatique, c'était la physique du climat, mais c'était un sujet qui était un peu... on entendait différents sons de cloche, on va dire. Et je pense que c'est pour ça aussi qu'elle a été utile. Les terres rares, c'est un sujet... C'est une vidéo qui vieillit bien parce que ça continue d'être mentionné un peu comme une limite ou comme un problème de la transition, à mon avis essentiellement pour de mauvaises raisons. Mais, donc ouais, peut-être faudrait que je fasse plus attention à ça. Bon, les prochaines vidéos sont un peu actées, mais il faudrait que j'essaye, que j'ai l'habitude de plus faire ça. C'est un peu ce qu'on a fait avec le format qu'on a commencé là, c'était d'essayer d'avoir un peu les retours de la communauté. Donc peut-être je vais essayer d'utiliser ces retours aussi pour ajuster un peu plus mon contenu, plutôt que faire ce qui me passe par la tête ou de me faire influencer que par mes envies du moment ou une poignée de personnes qui m'envoient des mails ou une poignée de commentaires. Voilà, essayer d'avoir plus de retours de la communauté en général. Voilà, je crois que j'ai parlé de quelques points que je voulais aborder. J'ai encore pas mal de retours sur les commentaires, mais... Attendez, on est combien là? On est 35, waouh! J'ai une salle de classe là. Ok. Rodolphe Meyer, tiens, j'ai une photo sur... ingénieur français. Je voulais vous montrer un petit bout de la vidéo. 2 d'entre eux. Alors, il y a eu plusieurs remarques. Alors, les commentaires. Il y a quand même beaucoup de commentaires climato-sceptiques. Ou de commentaires de personnes qui n'ont pas compris, voire pire, qui veulent pas comprendre. Donc, c'est pas toujours agréable. Des fois, c'est même un peu désespérant. Il y a eu quand même des commentaires intéressants. Il y a un commentaire qui m'embête un peu, donc on va en parler tout de suite. Titales dit ouais, le souci c'est que le temps de faire la vidéo sérieusement, le sujet d'actualité a changé 34 fois. Ah oui, bah moi c'est vrai que j'aurais du mal à faire des vidéos d'actualité, mais bon, si je fais une vidéo sur, je sais pas, au hasard, le transport maritime international, il y a peu de chances que ça soit plus un sujet dans quelques mois. Moi, je fais plutôt des vidéos de fond, quoi. Patagium dit sûrement des bots, les climato-sceptiques. Ouais, c'est possible. Peut-être que je prends du temps pour répondre à des bots. Dur. Faudrait que je fasse un peu le ménage juste dans les commentaires, je pense. Ouais, petite séquence où on regarde en caméra infrarouge avec un sac poubelle. Pour d'autres plastiques, par exemple, le plastique noir des sacs poubelles, c'est opaque dans le visible, mais transparent dans l'infrarouge. On peut maintenant faire le lien avec... Donc, séquence un peu improvisée
pardon, un peu improvisé, hein, parce que quand on a tourné, ça faisait pas partie des séquences qu'on devait tourner, et il se trouvait qu'il y avait un sac poubelle, et Valentin m'a dit, ouais, c'est marrant, on peut faire une petite séquence rigolote là-dessus. Donc séquence complètement improvisée. Et en fait, dans les commentaires, il y a plusieurs personnes qui m'ont reproché de me mettre un sac poubelle sur la tête, parce que ça peut être dangereux s'il y a des enfants qui veulent imiter, quoi, faire la même chose. Et en plus, c'est ce petit passage de musique là, c'est Michael, hein, qui l'a monté. Et en fait, lui, il voulait faire une blague genre, on profite que je vois rien pour m'abandonner à la pièce. Et il y a des personnes qui l'ont interprété comme une tentative de suicide. Donc là, je comprends pas trop, hein, honnêtement. Surtout qu'on voit que je me marre en vrai. Ouais, donc ouais, alors, différentes réflexions. Déjà, c'est quand même assez peu probable qu'un enfant s'inflige mes vidéos. Après, franchement, en fait, la transparence, on la voit déjà avant que je mette ma tête dans le sac poubelle. Donc, si j'avais été un peu plus intelligent, ou si j'avais anticipé ça, cette séquence, elle est dispensable. Je me suis posé la question de la retirer parce qu'il y a quelques outils de cut post-publication, mais c'est vraiment un peu basique, et en plus depuis que YouTube essaye de faire des doublages en anglais, on n'y a plus accès sauf retirer le doublage, et je sais pas si c'est un bon investissement. Donc séquence en vrai, voilà, sur le moment c'était marrant. Moi, j'ai pas l'impression que ce soit très grave, dans le sens où l'exposition d'un enfant à ça qui voudrait faire la même chose me paraît très proche de zéro. Après, dans la mesure où la séquence est dispensable, c'est vrai qu'on peut regretter un peu cette séquence. Ah, Navis Light, ton neveu de 7 ans regarde toutes les vidéos. Donc je sais pas, est-ce que je fais sauter le doublage pour faire sauter cette séquence? Donc voilà, dans les commentaires un peu critiques entendables, il y avait ça sur je sais pas, un choix de blague au montage. Enfin, comment dire, ça n'a aucune incidence sur la construction logique de la vidéo, mais bon. C'est le problème de ce type de format. Faut penser à tout. Et il y a plusieurs métiers différents. Faudrait que je regarde. Est-ce qu'on a les infos sur... Est-ce qu'ils donnent des infos sur... À mon avis, ça fait que dalle de vues. Vous en pensez quoi? Vous en pensez que c'est suffisamment important pour que ça nécessite de virer ce petit bout? Là, il y a les sous-titres. Je sais même pas où on peut voir ça. À mon avis, en plus sur une vidéo, en fait, ouais. Et puis même s'il y avait une traduction, version traduite. En fait, attendez, mais c'est beaucoup en vrai. C'est... Ouais, c'est étonnant. En plus, la vidéo, enfin, quand on upload sur YouTube, faut mettre si c'est adapté aux enfants et tout. Et moi, je dis à chaque fois que c'est pas adapté aux enfants. Parce que j'ai pas envie que des enfants tombent dessus. Les pauvres, ça va les traumatiser. Ils voudront jamais faire de science. Vous avez vu la gueule de mes vidéos? Bobinette Chera dit, à titre personnel, j'avais tiqué en voyant la séquence, donc je dirais oui, surtout que le pic de vue est passé, donc moins de pertes. Bah, je trouve ça étonnant, le nombre de vues. Donc ça je le comprends comme les gens qui ont utilisé la nouvelle fonctionnalité YouTube qui permet de regarder la vidéo en anglais. Titals a dit non. Bon, je sais pas trop. J'avoue, je sais pas trop. Je regrette un peu la séquence. Ça m'embêterait de perdre cette possibilité pour...
c'est pas évident. C'est pas évident. J'aurais dû être plus intelligent. Après, ça a été vu par moi, par d'autres personnes qui ont des enfants. Personne n'a vraiment tiqué au montage, alors que la séquence apportait pas grand-chose. Je sais pas trop. Question de différence de sensibilité. Donc ça, ouais, c'est un premier point difficile. La séquence du sac poubelle. Ouais, on se mord un peu les doigts après coup. Ça c'est un des problèmes d'ailleurs, hein, plus globalement, de faire la vulgarisation sous forme de vidéo. C'est quand même que les outils d'édition sont plus limités, quoi. C'est plus compliqué. Si je faisais un blog ou des trucs avec des images ou même que du texte, quoi, ça serait quand même beaucoup plus facile à éditer. Ok, il y a différentes opinions. Ok. Et Moki dit faire parfois de la réaction à l'actu sur des sujets que tu as déjà traités, des vidéos plus courtes qui renvoient vers des vidéos plus long format. C'est peut-être un moyen de gagner de la visibilité. Ça peut aussi amener des commentaires clivants, désagréables. Ça fait pas plaisir, mais c'est possible que ça plaise à l'algo. Alors c'est une bonne remarque. Ça suppose deux choses. La première, c'est que je sois capable de faire des vidéos assez rapidement. Donc ça voudrait dire peut-être filmer comme ça, peut-être sans script ou avec un script plus minimalisme et sans doute un montage plus rapide. Ça, c'est pas impossible et ça suppose une autre chose qui est un peu plus coûteuse, c'est que moi, je suive de plus près l'actualité. Parce que des fois, moi, ça m'arrive d'être dans un tunnel de travail et de pas trop suivre ce qui passe. Donc, il faut suivre l'actualité, il faut la comprendre, il faut avoir du contenu adapté sous la main, ou il faut l'anticiper. En fait, je pense que ça demanderait... Non, en fait, j'ai même l'impression que c'est deux mentalités assez différentes, de faire un travail de fond, de lire un peu les rapports, de faire du contenu de fond, et de suivre l'actualité et d'y réagir. Ça demanderait presque deux mindsets, donc peut-être deux personnes, quoi. Qu'il y ait une personne qui soit plus là à commenter l'actualité, à valoriser la chaîne là-dessus, et une personne qui soit là pour faire du contenu de fond, parce que c'est coûteux de... ouais, le Discord permet de suivre un petit peu, mais c'est... On n'est pas assez... Alors, s'il y en a qui veulent suivre le Discord, qui ne sont pas encore, n'hésitez pas, hein, il y a du contenu de qualité. On est presque gentil avec tout le monde. Et ça permet un peu de suivre, mais ouais, je sais pas trop. Et puis l'autre difficulté, c'est que quand je suis dans un projet, j'ai l'impression qu'il ne va pas assez vite, donc j'aurais du mal à me disperser, quoi. Mais déjà, ce qu'on va essayer, on verra ce que ça donne, mais ce qu'on va essayer, c'est de faire un peu plus des contenus courts comme ça, sur une question précise, ce qui revient un peu à cette question. Et en fait, cette question précise, ça peut être un peu l'actualité. En vrai, elle peut être motivée par l'actualité. Mais même sur un format comme ça, je pense que si je fais monter par Mickaël, si on doit filmer tous les deux, s'il y a un peu d'animation, de montage et tout, faut pas... Enfin, la durée de production, elle tombera difficilement en dessous de 2-3 semaines. Je dis pas en temps plein, mais en délai entre le moment où on décide du sujet et le moment où ça sort. Enfin, être réactif, c'est une organisation, hein. Non, je connais pas cette vidéo. Anthrax-Science. Ok. Donc ça, c'était un peu sur la séquence sac poubelle. Petite séquence salle poubelle. Et des extraits de mes vidéos sur TikTok, c'est pareil. En fait, sur ces trucs-là, de faire des choses que je fais pas, il y a quand même une barrière qui est apprendre à faire ce truc. Enfin, à chaque fois, faut s'y mettre. Moi, j'ai jamais été sur TikTok, je comprends pas TikTok, je sais pas comment ça fonctionne, je sais même pas comment faire une vidéo sur TikTok. Et en fait... Ça a un coût d'apprendre ça, et c'est du temps pour lequel je fais pas du contenu classique, qui est quand même celui avec lequel je touche encore des gens, et avec lequel je touche un revenu quelque part. Les gens me financent majoritairement, c'est des gens qui regardent ma chaîne YouTube. Donc ça a un coût, c'est un risque, et une manière d'abaisser ce coût, c'est d'avoir des tiers qui savent faire ça et qui m'aideraient. Mais là, se pose la question du modèle économique. Si c'est des tiers qui me coûtent de l'argent, je peux difficilement aller dans cette direction, parce que moi, si j'arrive à faire fonctionner cette chaîne avec le financement participatif, en ce moment, on est 1,5 à manger dessus, et 1,5, ça devient un peu compliqué. Je peux pas être 1,6 ou 7.
Donc ouais, c'est aussi ce qui limite hein, le scale-up de la chaîne, c'est que j'ai un modèle économique qui scale-up pas très bien. On verra, cette année, normalement, je vais faire plus de vidéos. Hein. Je m'y étais engagé et vous voyez que cette année, il y en a déjà eu 5. Alors vous allez me dire, celle-là, elle est courte, celle-là, c'est un résumé. On peut pas compter celle-là, mais il y en a déjà eu 4. Donc on va être mieux que l'an dernier où il y en avait eu, je sais pas, je dirais... Celle-là, elle est sortie l'an dernier. Non, pour moi, il y en avait eu même moins que ça. Il y en a eu peut-être... il y en a eu 3, je crois. Plus la vidéo du monde, etc. Enfin, quelques trucs. Mais normalement, je suis mieux parti cette année. Donc, on verra si en faisant plus de contenu, il y a plus de revenus. Et s'il y a plus de revenus, je peux peut-être envisager qu'on soit un peu plus nombreux. Je sais pas, ça c'est une vraie question, c'est comment scale up. Mais même si cette chaîne scale up pas et qu'on reste un ou deux, je pense qu'il y a un intérêt à ce que je fais et je continuerai de le faire. Comment dire? Parce que souvent il y a ces réflexions de faire autre chose, mais il faut aussi garder en tête que ce que je fais est utile et si je fais autre chose, je fais moins de ce que je fais. Donc c'est ça le calcul en fait, c'est est-ce que cette autre chose-là est plus pertinent que ce que je peux faire à la place qui est de continuer à faire ce que je fais. Bref, je sais pas si c'est clair. Alors, Clément Viktorovitch s'appuie pas mal sur sa commu pour lui fournir de l'actu qui fait réagir. Il a aussi tendance à faire l'analyse de discours sur Twitch. Et après, il a un monteur qui fait des vidéos en prenant des extraits Twitch. Mais le contre-argument de la dispersion que tu donnais tout à l'heure est assez solide. Et Tital dit, j'ai cru entendre sur d'autres chaînes aussi que tous les youtubeurs avaient moins de vues qu'avant en ce moment. Ah bah c'est possible, ça c'est intéressant hein, Tital. Je serais curieux de voir où tu l'as entendu. Et en particulier, ouais, sur des sujets de vulgarisation scientifique ou sur des sujets un peu plus politiques. Parce que moi, j'ai du mal à me faire une opinion là-dessus parce que je change quand même un peu de sujet. Et en plus, je fais pas des vidéos très fréquemment. Mais s'il y a des vidéastes, des vulgarisateurs qui font des vidéos, je sais pas, toutes les semaines ou toutes les 2 semaines et qu'il y a vraiment une tendance, ça serait intéressant. Je veux bien que tu me dises où tu as entendu ça. Peut-être que l'algorithme de YouTube est en train de m'enterrer. AmoBDX, ça va. Vu le nombre de vidéos que je fais par an, pour l'instant, vous pouvez me voir sur Twitch et sur YouTube. Après, je prends du temps aux collègues. Ouais. Peut-être vous avez des vidéos plus intéressantes à aller regarder là tout de suite. Mais non, m'entendre parler de mes commentaires, c'est très 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 bien. Alors, reprenons un petit peu. Donc, je vous ai déjà dit. Il y a des commentaires climato-sceptiques. Il y a aussi beaucoup de commentaires positifs. Déjà, j'ai eu des mails ou des commentaires ou des partages de personnes un peu expertes sur ces enjeux-là qui ont mis en avant ma vidéo, qui m'ont envoyé des félicitations. Et ça fait plaisir hein, quand quelqu'un qui connaît le sujet vous dit qu'il est bien traité, c'est plutôt bien. Après, je l'avais fait avec des personnes qui connaissent très bien le sujet, donc c'était pas un gros risque de ce côté-là, mais bon, ça c'est toujours agréable, ça fait partie des choses qui poussent à continuer. Et dans les commentaires, il y a aussi beaucoup de commentaires positifs, hein, y compris des commentaires un peu comme celui qui a été mis dans le live un peu plus tôt, de dire que même une personne qui connaissait déjà un peu ce sujet a appris des choses dans la vidéo, ça c'est cool. Et donc ouais, ça c'est un premier aspect, il y a eu pas mal de retours positifs, ça c'est vraiment bien. Et Moki dit, la tronche Chambier disait ça par exemple, qu'ils ont moins de vues. Ok. Alors un live par mois, ça peut être intéressant. Avec Loïc, on faisait le live toutes les semaines, c'était peut-être beaucoup. Peut-être qu'un live par mois, ça peut être cool, avec une sélection des choses les plus marquantes. C'est pas une mauvaise idée. Pour l'instant, je me suis pas vraiment remis au live. Je fais des lives post-publication, mais c'est à peu près tout. Et il y a un creux au niveau budget des annonceurs, et donc budget de YouTube et autres. Alors ça, moi, je suis moins sensible grâce à ma communauté qui finance ce contenu. Je suis là grâce à eux. Et j'ai à manger grâce à eux. J'ai de l'électricité grâce à eux. Donc voilà, il y a des retours quand même qui ont été cool. Moi, j'ai bien aimé faire cette vidéo. Je pense que ça va modifier un peu la manière dont j'enseigne le sujet aussi. Sur la physique de l'effet de serre. Il y a quelques points qui sont revenus dans les commentaires. Alors, il y a toujours des personnes qui comprennent mal certains points et je suis ravi de leur répondre en commentaire. J'essaye un petit peu de suivre les commentaires, notamment dans les premiers jours, les premiers 10 jours, 15 jours de la vidéo. Après, ça se perd un peu dans le flow, je suis désolé. Donc ça, je suis toujours heureux de répondre. Il y a des personnes qui veulent aller un peu plus loin, avoir des compréhensions théoriques qui ne sont pas dans la vidéo et qui sont volontairement pas dans la vidéo. Et il y a aussi
quelques points qui ont bloqué ou qui ont interrogé et qui sont intéressants à mentionner. Le premier, c'est en fait dans la vidéo, à plusieurs endroits, on a choisi une représentation. Alors, je vais vous montrer celle avec les ballons, je pense, ça va être la plus logique. Alors, ici, vous voyez par exemple, là, on a ces fameux ballons qu'on a remplis d'air et ici de CO2 pur, quoi. Donc là, il y a 0,04% de CO2 et là, il y en a 100%. Et en fait, on montre un peu la différence. Alors, elle est qualitative parce qu'en fait, on n'a pas fait la mesure de l'absorption et de l'émission, mais qualitativement, ça se tient. Et vous voyez qu'ici, il y a le rayonnement qui est directement émis par le fond et capté par la caméra. Et en fait, là, il faut comprendre que la logique de cette représentation, c'est du point de vue de la caméra. Là, ça aurait été le fond qui aurait été vu par la caméra si ça n'avait pas été absorbé. Parce que le fond, il émet pas que en face de la caméra. Il émet aussi du rayonnement à côté de la caméra. Vu qu'il n'y a pas de caméra pour le voir, on ne l'a pas représenté. Et de la même façon, ici, on a présenté le rayonnement émis qui atteint la caméra. Et il y a eu plusieurs remarques ou questions sur est-ce que le rayonnement, il n'est pas émis dans toutes les directions? Si, il est émis dans toutes les directions, ça c'est sûr en fait, même s'il n'y avait pas de rayonnement absorbé, si vous avez un gaz qui émet, donc qui a des molécules qui ont une certaine caractéristique qui leur permettent d'émettre un rayonnement infrarouge, ne serait-ce que par l'agitation thermique, il y a des molécules qui vont passer dans un interexcité, qui vont se désexciter en émettant un photon, et cette émission elle peut se faire dans n'importe quelle direction. Donc en fait si on avait un ballon comme ça, plus chaud, mettons, que l'environnement, en fait, avec la caméra infrarouge, on verrait un rayonnement quel que soit l'endroit où on met la caméra. Mais dans ce qu'on a construit, en fait, on s'est vraiment contenté, quelque part, de ce qu'on observe. Donc ici, on ne voit que ce que la caméra observe, parce qu'on n'a pas déplacé la caméra partout pour montrer que le rayonnement va dans toutes les directions. Donc en fait, à chaque fois, on a construit un enchaînement logique ou des concepts en se concentrant sur ce qui était observé. Et après, les personnes qui ont une compréhension théorique disent pourquoi vous ne représentez pas dans toutes les directions? Parce qu'on représente ce qu'il y a ici sur la caméra. Alors peut-être on aurait pu le mentionner, mais c'est toujours le problème, c'est si vous mentionnez des éléments théoriques qui n'apportent pas forcément des choses à la démonstration, vous pouvez perdre certaines personnes. Alors après, on aurait pu mentionner on aurait pu mettre quelque part que cette représentation ne s'intéresse qu'au rayonnement qui atteint ou qui aurait atteint la caméra infrarouge. Donc pour clarifier ce point, oui, clairement, il y a émission, enfin les gaz à effet de serre émettent de l'infrarouge dans toutes les directions. Ouais, ça va pas choquer tout le monde, mais peut-être qu'il y a des personnes qui se sont posées cette question ou qui aimeraient avoir une précision et qui regarderont la rediffusion, donc voilà. Et même il y a un autre endroit où ça a pesé un peu le même problème, c'est quand j'expliquais cette question de saturation de l'effet de serre et pourquoi le fait d'ajouter du CO2 réduit le rayonnement vers l'espace et que ça finit par réchauffer la planète. Donc là, ce qu'on avait représenté, c'est quand on ajoute du CO2, on diminue un peu cette perte vers l'espace, et c'est pour ça qu'on observe un déséquilibre au niveau de l'espace, un déséquilibre radiatif. Et donc, s'il y a un déséquilibre, s'il y a plus d'énergie qui rentre que d'énergie qui sort, il y a nécessairement de l'énergie qui s'accumule sur Terre. Et c'est pour ça qu'on observe un réchauffement climatique. En fait, ce réchauffement climatique, c'est quoi? C'est de la Terre qui accumule de l'énergie parce qu'il y a un peu plus d'énergie qui arrive via le rayonnement solaire que d'énergie qui sort. Et pourquoi elle se met à accumuler de l'énergie? Pour différentes raisons, mais notamment parce qu'on augmente cet effet de serre, donc quelque part l'isolation de la planète. On réduit les pertes vers l'espace. Et là aussi, il y a des personnes pour qui ça a un peu embêté qu'on ne mette pas le rayonnement qui redescend ou qui n'ont pas compris quel est le lien entre le fait que là, on perd un peu moins et comment ça fait pour réchauffer la planète. Et en fait, si on perd un peu moins ici, il va y avoir un peu plus d'énergie qui reste en dessous, donc il y a un peu plus d'énergie qui reste en dessous. Et en fait, c'est la même logique que quand vous ajoutez une plaide sur votre couette. Vous voyez, si vous ajoutez une plaide sur votre couette, ça finit quand même par vous réchauffer en dessous. Parce que ça réchauffe de proche en proche quelque part. Et ça c'est pas forcément intuitif, et c'est peut-être un élément qui manquait dans cette partie du raisonnement, qui était plus un peu un complément pour les personnes qui sont habituées, donc peut-être j'étais un peu rapide là-dessus. Et là aussi, on aurait pu, je sais pas, préciser peut-être cette question du rayonnement dans toutes les directions. Après, on m'a envoyé un mail des personnes, il y a un Office for Climate Education.
j'espère que je l'ai bien dit, avec mon super accent anglais, vous avez vu, qui m'a envoyé quelques ressources, parce qu'eux, ils font des ressources vraiment pour enseigner le climat, c'est leur boulot. Et c'est pas celui-là que je voulais. Me dis pas que je me suis planté dans mes liens. Je me suis complètement planté dans mes liens. Super. Laissez-moi 2 secondes, et puis il faudra que je corrige ça. Tata. Alors je peux pas le corriger en live, c'est un peu plus long, mais normalement je peux retrouver peut-être, parce que je suis quelqu'un d'organisé. Et comme je suis quelqu'un d'organisé, je vais retrouver où je range les trucs. Non, j'ai juste plusieurs boîtes mail et c'est le bordel en vrai. Donc pour revenir aux ressources qu'ils ont, là ils ont une petite animation, je sais pas si on peut la voir, ça m'intéresse moins, mais notons qu'elle est correcte. Ok. Voilà. Là ils ont une petite animation dans un laboratoire qui est un peu ce qu'on a vu avec les caméras infrarouges, et ils précisent bien voilà, l'émission dans toutes les directions, et ensuite vous pouvez changer les gaz pour voir ceux qui ont plus ou moins d'effet là, et la durée de vie, et puis vous pouvez voir aussi que pour le dioxygène il n'y a pas cette réémission. Alors moi j'aurais préféré qu'ils séparent absorption et émission plutôt que parler de réémission, mais peut-être que je chipote, faudrait demander l'avis à Valentin, qui est plus tatillon que moi. On verra si je suis trop tatillon. donc voilà, ils ont des petites animations sympas où vous pouvez voir un peu tout ça. Pardon. Ouais, Patagium, ouais, c'est possible d'avoir le lien. Et je crois qu'ils ont vraiment ils font un peu des manuels à destination des enseignants, des choses que vous pouvez télécharger, donc n'hésitez pas, ceux qui connaissent tout ça. Navisla, je m'étais posé la question et j'ai fait la même réflexion que toi, on est du point de vue de la caméra, ouais, exactement. Donc ça c'était dans les remarques assez pertinentes, hein, vraiment. Et l'autre remarque pertinente, c'est une excellente question, mais c'est volontaire qu'il n'y ait pas la réponse dans la vidéo. C'est voilà. En fait, pourquoi il y a ce comportement différent entre le ballon d'air et le ballon de CO2. Donc par exemple, quand les ballons sont plus froids que le fond, vous voyez qu'il y a moins de rayonnement infrarouge dans le cas du CO2 que dans le cas de l'air, et quand les ballons sont plus chauds que le fond, il va y avoir plus de rayonnement infrarouge dans le cas des ballons que dans le cas de l'air. Et en fait, nous, ce qu'on fait dans la vidéo, c'est se contenter de cette observation. Vous voyez, considérer que ça, c'est exact, dans le sens où on l'observe, on en a une démonstration empirique quelque part. Et à partir de cette observation, construire un raisonnement. Et c'est vrai que on a choisi, hein, c'est volontaire, on a choisi de ne pas donner d'explication théorique, de ne pas expliquer pourquoi il y a cette différence de comportement. Alors Bisontin dit, sur la notion précédente, dit « J'avais pas osé poser la question en commentaire, mais c'est vrai que je ne trouvais pas clair comment ça se traduit en réchauffement de la planète, et pas juste la haute atmosphère qui chauffe. » Faut pas hésiter à poser des questions en commentaire, et surtout, moi les commentaires, je les lis malgré les commentaires un peu plus mauvais quoi, qu'on y trouve, parce que c'est important pour moi pour comprendre ce qui passe pas. Et déjà, en vrai, ça me fait plaisir si vous m'envoyez des commentaires ou des mails sur des points que vous avez mal compris, pas compris, et que vous essayez de mieux comprendre. Alors, vous pouvez faire quelques recherches de votre côté maintenant, hein. Je pense même qu'aujourd'hui, avec des outils comme les LLM, ChatGPT, etc., ça peut vraiment aider à comprendre. J'ai déjà fait des expériences, y compris avec des élèves, ou y compris sur des notions assez compliquées, et je pense que ça peut aider des personnes qui sont dans une démarche de compréhension. Mais après, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Je reçois régulièrement des mails, y compris d'enseignants, etc., qui ont des questions qui sont pertinentes, et ça me fait plaisir d'y répondre. Donc n'hésitez pas à poster des commentaires là-dessus. Et au pire, je le vois pas. Voilà, il passe pas des plombes peut-être parce que je les verrai pas tous, mais si c'est rapide à taper pour vous, n'hésitez pas. Il y a même d'autres personnes qui répondent. Et
Et voilà, et c'est vrai que c'était pas clair parce que c'était une partie un peu plus loin de la vidéo, j'aurais pu le préciser, ça coûtait pas tant que ça d'expliquer comment cette perte moindre en haut de l'atmosphère se traduit par un réchauffement plus important en bas de l'atmosphère. Alors, à la fois ça coûte pas tant que ça, et en même temps c'est un peu plus compliqué parce que quand on regarde depuis l'espace, ce qui se passe c'est qu'on n'a que le rayonnement infrarouge, on l'a bien expliqué dans la vidéo ça, parce qu'il n'y a pas de conduction, de convection, etc. Alors que quand on va regarder ce qui va se passer dans les différentes couches de l'atmosphère, ça va aussi changer des choses comme l'évaporation, le cycle de l'eau, les processus de convection, etc. Et donc, comment une moindre perte se traduit en un réchauffement, c'est pas si évident. Enfin, qu'il y a un réchauffement, c'est pas très compliqué de le comprendre, mais à quel point une petite perte en atmosphère se traduit par un certain nombre de degrés au niveau du sol, ça, c'est quand même beaucoup moins trivial. Et Win dit, faut pas hésiter à laisser des commentaires, c'est bon pour le référencement. Alors j'avoue, moi je sais pas ce qui est bon ou pas pour le référencement, mais je crois que c'est exact. Mais même n'hésitez pas à laisser des commentaires. Et donc j'en étais, ah oui, donc il y a des comportements qui sont différents. On a choisi d'avoir une démarche qui est de dire, voilà, en fait on observe qu'il y a des comportements qui sont différents, on construit le raisonnement là-dessus. Et il y a des gens qui demandent théoriquement pourquoi il y a des comportements différents. Alors du coup j'ai rajouté une petite explication en commentaire parce que j'essaye de réagir et de réagir assez rapidement quand il y a souvent les mêmes interrogations qui reviennent. Et donc voilà, plusieurs interrogations sur la différence de comportement entre le CO2 pur et l'air. Notons qu'on ne cherche pas à expliquer cette différence dans la vidéo, on se contente de constater cette différence et de construire un raisonnement sur ce constat. Pour ceux qui voudraient l'explication théorique rapide, différentes molécules de gaz n'ont pas les mêmes propriétés d'absorption-émission de l'infrarouge. Le CO2 absorbe et émet plus d'infrarouge que la majorité des molécules de l'air, car la symétrie de la molécule lui permet d'interagir avec le rayonnement infrarouge. Par contre, diazote et dioxygène, molécules symétriques, ne le peuvent pas. Et ça, c'est vrai que c'est un point théorique assez fondamental, mais... Enfin, comment dire? En fait, pour faire comprendre cette théorie-là, il faut faire appel à des notions qui ne sont pas du tout triviales. Donc, en gros, si vous prenez un solide, vous allez avoir un rayonnement, peut-être pas de corps noir, mais un rayonnement proche de celui de corps noir, qui est un peu le modèle physique parfait. Et un rayonnement de corps noir, c'est quelque chose qui ressemble à ça. Donc ça va dépendre de la température, mais vous voyez que il y a quelque chose de continu en termes de longueur d'onde, ou de fréquence si vous regardez dans votre sens. Donc en fait, si vous regardez un solide, il va émettre plus ou moins intensément suivant sa température et plus ou moins à basse longueur d'onde suivant sa température, mais de façon continue. Alors que pour un gaz, ça va dépendre de sa capacité à interagir avec ce rayonnement, donc à capter un photon d'une certaine énergie. J'espère que je vulgarise bien, parce que c'est des concepts un peu compliqués, ça fait longtemps que j'ai appris ça, mais à capter des photons d'une certaine énergie, et ça va dépendre de sa capacité à passer d'un état d'énergie à un état d'énergie excitée. Et en fait, cette capacité à passer d'un état à un autre, ça va dépendre de sa géométrie, et de sa capacité à vibrer, hein, parce que c'est des molécules qui ne sont pas symétriques, donc à avoir des mouvements qui sont comme ça ou qui sont comme ça. Enfin, je vais pas m'humilier dans les détails, mais voilà. Et donc, si sa géométrie lui permet d'atteindre d'autres états d'énergie, il va pouvoir capter ce photon-là. Et souvent, ce qui va se passer, c'est qu'il va se faire taper par ses voisins. Et cette énergie qu'il a en plus, il va la céder à ses voisins, donc ça va... Quelque part, il va absorber le rayonnement et réchauffer ses voisins. Et à l'inverse, quand des fois une molécule de CO2 se fait taper par une molécule de diazote ou de dioxygène, il va passer dans un état excité et il va pouvoir émettre un photon qui correspond à la différence d'état entre cet état excité et un état moins excité. Et donc, un gaz quelque part parfait, qui n'aurait pas trop d'interaction, il émet à des bandes spécifiques qui correspondent à ces sauts-là. À sa possibilité d'avoir différents niveaux d'énergie. Et après, ce qui se passe, c'est que pour effet, à cause du fait qu'ils ont une vitesse relative, je crois, par rapport aux autres gaz, etc., on a un phénomène de broadening, d'élargissement de ces raies d'absorption et d'émission, ce qui fait que c'est pas vraiment c'est pas une fréquence spécifique, c'est une gamme qui est un peu plus large. Et ça, je l'avais un tout petit peu montré dans la vidéo sur l'effet de serre. Voilà, on voyait ça, donc là vous voyez par exemple c'est le spectre d'absorption de l'eau en bleu, et vous voyez que l'eau absorbe et donc émet, suivant sa température, mais elle va absorber et émettre au même
longueur d'onde et fréquence. Et donc, il y a des fréquences et des longueurs d'onde qui sont spécifiques. Vous voyez, un photon à cette énergie-là, il n'est pas absorbé par l'eau. À cette énergie-là, il peut interagir avec la molécule. Et normalement, si elles ne peuvent pas vraiment être mobiles, mais si on imaginait, je sais même pas, si on imaginait une molécule toute seule, en fait, ça devrait être des raies ici. Ça devrait être des fréquences très précises. Et du fait qu'elle n'est pas toute seule et qu'il y a qu'elle se fait un peu taper, qu'il y a des phénomènes de... Je ne sais même pas comment expliquer physiquement, mais en tout cas, il y a du browning, il y a de l'élargissement de ces raies-là, ce qui fait que ça absorbe à certaines gammes. Donc voilà, en gros, à cause de leur géométrie et des atomes qui les composent, des gaz vont être capables d'absorber et d'émettre à certaines fréquences, et d'autres en sont incapables, et notamment diazote et dioxygène qui forment la quasi-totalité de l'atmosphère, 99% quoi, ne sont pas capables d'absorber et d'émettre des rayonnements infrarouges. Et c'est une grosse différence avec un solide qui va absorber et émettre de façon continue sur une gamme beaucoup plus large. Donc voilà, ça c'est une explication théorique qui a manqué à certaines personnes, mais vous voyez que cette explication théorique, vous parlez de ça à des lycéens, c'est hardcore, vous perdez tout le monde. Donc c'est plus simple d'avoir une approche où vous construisez sur l'observation directe que vous avez de cette différence de comportement avec une caméra infrarouge. C'est une des forces de la méthode. C'est possible que j'ai fait plein d'approximations de physique là-dessus. C'est un sujet que je connais un petit peu, mais que je ne révise pas tous les matins. Donc voilà. Voilà, donc la question est légitime. La vidéo n'essaye pas de répondre à cette question. C'est tous les gaz qui ont plus de 2 atomes, c'est ça, c'est tous les gaz qui ont plus de 2 atomes. Alors ce qui est sûr, c'est que les gaz diatomiques, ils vont pas interagir. Après, est-ce que tous les gaz qui ont plus de 2 atomes interagissent? On peut... J'ai pas de chat GPT de log... On va voir si ChatGPT s'en sort. Est-ce que tous les gaz de plus de 2 atomes... Je lui demande si tous les gaz de plus de 2 atomes interagissent avec le rayonnement infrarouge typiquement émis par la Terre. De la spectro-vibrationnelle, ouais. Quelle horreur, hein, quelle horreur. Ça va dépendre des longueurs d'onde, je pense, car il y a du Rayleigh. Ouais, non, je regarde vraiment. Là, je me demande vraiment pour l'infrarouge issu de la Terre. Il faut un moment dipolaire. Alors, réponse. Non, tous les gaz de plus de 2 atomes n'interagissent pas nécessairement avec le rayonnement infrarouge typiquement émis par la Terre. Ce n'est pas uniquement le nombre d'atomes qui compte, mais la structure moléculaire et les modes de vibration. Jusque-là, je n'étais pas trop mauvais. La Terre émet principalement un rayonnement thermique dans l'infrarouge entre environ 4 et 100 micromètres de longueur d'onde avec un pic autour de 10 micromètres. Pour qu'un gaz interagisse avec ce rayonnement, il doit absorber dans cette gamme spectrale. Donc c'est pour ça que je vais demander dans cette gamme, hein, c'est ce qui nous intéresse pour la vidéo, pour l'effet de serre. Conditions pour absorber l'infrarouge. Pour qu'une molécule absorbe le rayonnement infrarouge, elle doit présenter un moment dipolaire variable lors de ses vibrations. Un moment dipolaire signifie que la répartition des charges électriques dans la molécule change au cours de sa vibration. Par exemple, le CO2, bien que linéaire et symétrique, possède des modes de vibration qui créent un dipôle temporaire. Il est absorbant dans l'infrarouge. Ok. Le méthane, N2O, H2O ont des modes vibrationnels hyperactifs. Contre-exemple. Mais il est con. Il me dit le diazote et le dioxygène, malgré leur abondance dans l'atmosphère, n'absorbent pas le rayonnement car ils sont moléculaires, homonucléaires, linéaires, sans changement de dipôle lors des vibrations. Ouais, mais ils ont plus de 2. Attends, je vais lui demander s'il peut me donner un exemple. Il me donne des exemples hypothétiques. Conclusion claire, parce qu'il m'a sorti, il me dit SF6 et SF4, c'est des gaz très stables, symétriques, mais ils sont actifs dans l'IR.
Ce n'est pas un bon exemple, mais c'est un bon contre-exemple d'un gaz très symétrique qui absorbe quand même. Ok, merci. Conclusion claire, il est extrêmement rare de trouver un gaz polyatomique qui n'absorbe pas du tout dans l'infrarouge. Les contraintes de symétrie doivent être extrêmes et même là, il reste souvent au moins quelques modes vibratoires actifs dans l'infrarouge. Donc à ce jour, aucun gaz polyatomique réellement stable et connu n'est totalement transparent à l'infrarouge, même si certains absorbent très faiblement. Ok, ça répond un peu à la question. Donc voilà, les LLM c'est cool, mais il faut avoir quelques connaissances quand on les manipule. Il faut faire attention, il faut faire preuve d'esprit critique dans la réponse. Je suis sûr qu'il y a des gens qui maîtrisent mieux ces outils que moi, mais pour un usage de personnes peu usagères. Donc voilà, ça a répondu un peu à la question. Vous voyez, hein, ce que j'ai mis sous la vidéo, c'est très résumé, hein, mais ça permet aux personnes que ça intéresse d'avoir un petit début de réponse. Et accessoirement, on voit aussi pourquoi on a choisi de ne pas inclure cet élément de théorie, hein, parce que ça complique très vite les choses. Et puis aussi, on rentre dans une science de, voilà, on vous a dit ça. Enfin, ok, en fait, c'est un peu une science de trust me, quoi. Vous voyez, on vous parle de mode vibratoire des molécules. En fait, vous n'avez jamais vu que la molécule de CO2 elle a un moment dipolaire et tout. Ça c'est de la théorie. Donc, il faut que vous acceptiez cette théorie. Alors, on pourrait la construire pas à pas, mais ça serait beaucoup plus long. Donc, c'est pour ça que Valentin, et je pense logiquement, on peut considérer que construire la démonstration logique, au sens enchaînement logique de concepts sur des observations directes, ça a plus de force, quoi. Et c'est aussi plus accessible. Quoique, alors une des erreurs de la vidéo, et là pour le coup c'est vraiment de ma faute, c'est pas une, enfin c'est un peu comme le sac poubelle, c'est un truc a posteriori, si je devais refaire la vidéo tout de suite, je le referais pas. Je pense qu'il y a plusieurs dans la vidéo où je fais genre c'est facile, où la vidéo elle est accessible, etc. Et en fait, cette vidéo elle est pas facile à comprendre. Son point fort, c'est de partir d'observation et d'enchaîner sur la construction de concepts, mais justement on doit construire ces concepts, donc faut faire faut faire cette construction logique, et surtout c'est pas trivial. Je suis pas en train de dire croyez-moi, voilà, ou même l'effet de serre c'est la couette de la planète. On a des observations de trucs dont on n'a pas tellement l'habitude, des caméras infrarouges, et on va assez loin avec. Et en fait, il y a des endroits, je sais pas, à un moment je dis on va parler de forçage relatif et N il me répond enfin on va parler de trucs compliqués, mais c'était compliqué avant. Et ça c'est vraiment une erreur de vulgarisation. C'est une erreur de vulgarisation pour plusieurs raisons. C'est que quand je fais la vidéo, j'ai pas l'impression que c'est si compliqué, mais moi j'enseigne ça fait 10 ans que je suis dedans, c'est un peu débile. C'est pas, enfin faut que je me mette à la place de quelqu'un qui n'a pas été confronté à ça et pour qui cette vidéo elle est pas si facile à regarder. Et deuxième point pour lequel c'est une faute de vulgarisation, c'est que il y a des personnes qui sont là en train de regarder la vidéo, en train d'y mettre un effort cognitif, et vous leur dites mais c'est facile. En fait, vous êtes en train de, je suis en train de traiter les gens de débiles, quoi. Ou en tout cas, ça peut être perçu comme ça. En plus, c'est pas du tout ce que je voulais faire, et c'est pas ce que je devrais faire. Même si je vulgarise des choses qui me paraissent relativement simples, je devrais dire bravo d'avoir tenu jusque-là. C'est bien de faire l'effort de comprendre ça. Enfin. Les gens qui regardent cette vidéo, ils pourraient faire plein de trucs qui leur demandent beaucoup moins d'intention ou d'efforts cognitifs. Et même pour de la vulgarisation, le fait de montrer des choses, de devoir les analyser, de devoir construire des concepts avec, c'est pas trivial. Et en 20 minutes, on couvre quand même des sujets différents et ça va relativement vite. Donc là, sur ça, faudrait que je fasse plus attention. Et c'est marrant parce que j'écoutais il y a pas longtemps Chaleur humaine là, de Nabil Wakim qui est intéressant, et je trouve qu'il gère assez bien, même quand il y a des invités qui disent quelques trucs un peu erronés sur certains passages. Il n'intervient pas directement dans l'interview, mais à la fin il essaye de rectifier un peu le tir, et à la fin à chaque fois il dit voilà, bravo d'avoir tenu jusque là, d'avoir appris ça, etc. Et je pense que c'est beaucoup plus gratifiant que de dire bon c'était facile, la prochaine fois on fera plus compliqué. Enfin je sais pas pourquoi je fais ça. J'essaye de faire quoi, de faire genre que je suis trop intelligent. Ça a aucun sens. Ces remarques là elles avaient aucun sens a posteriori, et il faudrait que je fasse attention à ça, je pense. Essayer d'être plus gratifiant envers les personnes qui font l'effort cognitif de s'intéresser à cette vidéo et de suivre, quoi. Après, faire l'inverse, de dire attention, c'est hyper compliqué, vous allez pas comprendre, il y a un entre-deux à trouver. Il y a un truc de voilà, là on a fait cet effort, on a compris quelque chose qui est intéressant, qui est important pour aller plus loin.
si vous n'avez pas compris, n'hésitez pas à poser des questions, c'est vrai que c'est pas évident, et si vous avez fait l'effort de regarder la vidéo jusqu'au bout, ben, bravo, et j'espère que vous avez appris des trucs importants, quoi. Et ouais, ça, faut que je fasse plus attention, je pense. Faut que je fasse plus attention. Donc ça, c'était un peu, ouais, sur les différents commentaires que j'ai eu. Donc j'ai lu des commentaires, enfin les différents commentaires pertinents, on va pas tous les faire, mais les commentaires pertinents. Il y a eu ces questions sur émissions dans toutes les directions. Pourquoi le CO2 et l'air se comportent différemment, voilà, c'est quoi la théorie, et un peu pourquoi une modification de l'atmosphère a un impact au niveau du sol. Ça aurait mérité plus d'attention, sans doute. Et les questions, et les remarques un peu sur... bah voilà, moi j'ai quelques notions de physique, j'ai quand même dû m'accrocher, j'ai pas l'impression que ça soit si facile. Et du coup, je fais sans doute passer la chose pour plus facile qu'elle ne l'est. Et ça, c'est une faute de vulgarisation. Et pourtant, j'y passe du temps hein, à bien réfléchir à comment faire. Mais voilà, avoir des retours, des commentaires pertinents, ça aide à améliorer les épisodes suivants. J'espère, hein, peut-être que je comprends mal les choses et que je suis débile et que la prochaine fois, ça sera pire. Et voilà. J'ai fait le tour un petit peu, je crois, des commentaires que je voulais... adresser, et donc il y avait cette question un peu du forçage radiatif qui est mal défini, dans le bulletin officiel de l'éducation nationale, et ça on peut dire quand même que c'est dommage, je vais vous montrer, je vais juste me noter de changer le lien pour le site là, un truc à faire demain. Et je voulais vous montrer, ouais, donc il y a cette confusion, ça c'est Eduscol, et je voulais prendre bulletin officiel. Donc là c'est le bulletin officiel qui encadre un peu, si je comprends bien, ce programme sur le climat dans l'éducation nationale en général. Et vous voyez, page 7, on a malheureusement... Je vais retrouver. Donc là, il y a malheureusement, ils utilisent ce concept de forçage radiatif en disant que c'est la différence entre l'énergie radiative reçue et l'énergie radiative émise. Et en fait, cette différence entre l'énergie radiative reçue et l'énergie radiative émise, elle est importante. C'est vraiment la clé pour comprendre le changement climatique, c'est de comprendre ce qui se passe en haut de l'atmosphère. Et ça, c'est un déséquilibre radiatif. Et ça n'a pas tant que ça à voir avec le forçage radiatif. Et dans la vidéo, on explique pourquoi. Mais ça, c'est une erreur qui est regrettable. Et du coup, on se retrouve avec des documents Eduscol et des élèves qui doivent apprendre le forçage radiatif et qui l'apprennent avec une mauvaise définition. Et vraiment, je comprends même pas l'intérêt. En fait, ils n'ont pas besoin de la notion de forçage. Elle n'est pas utile pour comprendre. Elle n'est pas utile dans ce programme. Et je comprends pas qu'il y ait cette erreur à cet endroit-là. C'est... Surtout que, enfin, ok, ça fait des... Bon. J'allais dire, si moi je le vois, d'autres doivent le voir, mais c'est vrai que moi, je commence à être un enseignant peut-être un peu hardcore là-dessus, ça fait quand même des années que je bosse là-dessus, mais je comprends pas trop cette erreur-là. Donc voilà, peut-être que ça sera modifié à l'avenir. Ouais, Patagia, moi je l'ai toujours enseigné comme si Sony avec le déséquilibre radiatif, et on me l'a enseigné comme ça aussi. Alors je sais pas si tu as vu la partie de la vidéo et si maintenant tu comprends la différence, parce qu'en fait là aussi la différence elle est pas triviale. Enfin alors le concept de déséquilibre radiatif, à mon avis, est assez facile, mais le concept de forçage, il est pas très accessible. Moi c'est des choses que j'ai eu à enseigner, et je pense que c'est beaucoup moins utile de l'enseigner depuis que dans le... Alors je vais peut-être vous montrer ça, ça peut être intéressant. R5 en fait, il y a un moment où c'était utile de l'enseigner, c'est parce que est-ce que je vais trouver, si vous regardez des figures du 5e rapport du GIEC et que vous regardez la contribution des différents facteurs, vous voyez que c'est tout le temps donné en forçage radiatif. Et donc ça peut être utile si vous voulez montrer ça, ou si vous voulez
expliquer ces éléments scientifiques, ben, vous devez expliquer un peu ce qu'est ce concept de forçage radiatif. Par contre, si vous regardez une figure de l'AR6, donc le dernier rapport du GIEC, eh ben, on va voir que, j'espère que je vais trouver la bonne, sinon on va directement aller chercher dans le SPM. Je vais vous montrer le SPM parce qu'il est beau. Donc on va regarder résumé à l'intention de décideur du 6e rapport du GIEC, du groupe 1. Et comme c'est le résumé à l'intention de décideur, on va pouvoir le trouver en français. Donc ça va nous simplifier un peu la vie. J'espère que je suis au bon endroit. Non, il m'a mis l'AR5, qui était aussi en français. AR6. Au pire, je l'ai en local. Scrollons. Et en fait, vous voyez que si vous regardez 6e rapport du GIEC, ce coup-ci, c'est en degrés. En fait, ils ont choisi d'avoir déjà cette traduction du forçage vers les degrés. Et donc, quand vous montrez ça à des étudiants, à des personnes, à vos concitoyens, vous n'avez plus besoin de ce concept de forçage. Et du coup, ben, j'ai l'impression que enseigner le forçage, c'est devenu moins utile. Ça devient utile pour des personnes qui veulent comprendre les intermédiaires qu'utilisent les scientifiques, donc qui veulent comprendre un peu comment c'est modélisé ou des résultats un peu plus bruts. Mais même pour comprendre la contribution de différents facteurs, qui peut être très utile d'un point de vue politique, hein, de comprendre les différents facteurs pour agir dessus, il n'y a plus tellement besoin de ce concept de forçage. Donc moi, et je pense Valentin aussi, on pourrait lui demander, mais Valentin Marron qui m'a aidé pour la vidéo, mais moi je pense que le concept de forçage, il est plus pertinent à enseigner largement, quoi. Je crois que c'est parce que l'idée de l'enseigner comme ça, c'est de comprendre tout ce qui pourrait influencer la température globale moyenne de la Terre. On parle de forçage quand on étudie les influences des paramètres orbitaux. Et oui, j'ai regardé toute la vidéo et j'en suis tombé de ma chaise. Enfin, de mon siège auto, ouais, parce que j'écoute en mode podcast. Alors fais attention, hein, ne tombe pas de ton siège auto en voiture, ça peut être dangereux, patagium. Donc voilà, je pense que tu as bien compris la différence. Alors c'est vrai que si on veut enseigner les différents facteurs, comment... Là, ils y sont, les facteurs solaires, volcaniques, etc. On pourrait dire que les paramètres orbitaux, c'est un facteur qui influence le climat à long terme. C'est vrai que quand on parle de forçage, parce qu'un forçage, c'est quelque chose qui force, qui a une influence, mais je pense qu'on pourrait changer un peu de vocabulaire. C'est peut-être lié à la manière dont les connaissances ont été structurées jusqu'ici, dont elles ont été utilisées par les scientifiques et dont elles ont été enseignées jusqu'ici, mais j'ai l'impression qu'on pourrait l'enseigner en changeant un peu le vocabulaire et en ayant des notions plus simples. Ah oui, toi on te l'a enseigné carrément avec des watts par mètre carré. Ok. Enfin, ce qu'on t'a enseigné là-dessus, c'est vrai. C'est vrai. En fait, ça va dépendre. Le forçage, ça devient utile à partir d'un certain moment. C'est possible que si on veut parler de ces paramètres, après on pourrait dire voilà, les paramètres orbitaux peuvent avoir une influence de tant de degrés, et si on prend en compte les boucles de rétroaction, ça multiplie par tant cette influence en degrés. Et donc bref, bon, il y a une question ouverte qui est l'utilité pédagogique, didactique d'enseigner le forçage relatif. Et puis il y a une question qui est pas ouverte, qui est est-ce que la façon dont on en parle dans le bulletin officiel ou dans l'éduscol ou au programme actuellement, elle est correcte? Et non, elle n'est pas correcte. Et en confondant déséquilibre radiatif et forçage, vraiment ça amène de la confusion. Enfin, pour moi qui comprends bien les deux termes et qui voit comment ils sont utilisés dans ces contextes-là, c'est sûr que ça amène de la confusion, en particulier pour des personnes qui veulent se renseigner derrière sur ces sujets. Donc c'est pas ouf, c'est pas ouf. Voilà, bon, après je vais m'étonner que personne regarde mes vidéos, mais en vrai c'est encore une vidéo où on critique l'éducation nationale, où on critique la fraise du climat, où on critique un peu toute la vulgarisation et tous les vulgarisateurs sur le sujet. Peut-être qu'on peut comprendre pourquoi elle n'est pas regardée. Ah là là, moi j'aurais dû avoir des cours à l'école sur comment me faire des amis, hein. Ça aurait été plus utile. Non, c'est pas... Ouais, je pense que notre critique elle est légitime et c'est pour améliorer les choses. J'espère que les différentes parties prenantes le prendront bien et comprendront que
Pour le coup, je suis pas sûr que ça soit complètement du chipotage, cette différence entre forçage et déséquilibre, parce que je pense que ça peut gêner la compréhension. Et voire laisser des portes ouvertes pour certains discours de désinformation. Donc voilà, je ne sais pas si vous avez des questions en plus. Je crois que j'ai couvert à peu près ce que je voulais vous raconter, ce que je voulais ajouter. N'hésitez pas si vous avez des questions supplémentaires. Moi j'ai trouvé ça intéressant, la démarche. Je le dis un peu à la fin, mais en particulier parce que moi je me trouve dans des contextes, notamment d'élèves qui souvent ont un peu travaillé le sujet et qui ont des questions assez pointues. Et en fait, l'approche qui est donnée ici, elle permet d'être élaborée ou d'être complexifiée sans dire, bon, jusque-là, on a pris un modèle simple, mais c'est un peu faux. Non, on a pris un modèle simple qui est correct. On peut le complexifier sans remettre en question ce qu'on a vu jusqu'ici. Et donc, pour ça, c'était cool. C'était un long projet, ça a pris du temps, c'était sympa de passer au labo, c'était intéressant de travailler avec les collègues scientifiques. Je suis assez content du rendu de la vidéo, quelques regrets sur quelques trucs, mes remarques sur le fait que ce soit facile, cette question du sac poubelle. Mais bon, positivons, faut pas que ça me vole le fait que c'est une vidéo qui est globalement assez cool. Je pense qu'on peut être content du travail effectué. Moi et puis les collègues, notamment Mickaël qui a fait l'animation, et puis les chercheurs qui ont travaillé avec nous, Jean-Louis Dufresne, et puis encore plus Valentin qui a écrit un peu des textes intermédiaires et avec qui j'ai bataillé pour chaque mot du script. Donc voilà, j'espère qu'elle aura une belle vie et qu'elle sera utile à certaines personnes, qu'elle trouvera son public s'il existe quelque part. Et voilà, que dire de plus? Déjà, il va me falloir savoir vers qui j'envoie le raid, parce qu'on se rapproche de cette période et que je vais être encore pris au dépourvu. Donc ça, c'est une première question. Et après, qu'est-ce que j'ai à vous annoncer? Je continue de travailler sur des vidéos, vous inquiétez pas. Il y en a quelques-unes dans les tuyaux. J'espère qu'elles vous plairont aussi. Est-ce que j'ai reçu des félicitations de David Louapre? Non, je n'ai pas eu de contact avec David Louapre. Mais c'est... Ouais, s'il y a d'autres vidéastes que ça peut intéresser. En plus... Donc il y a un peu des différences par rapport à d'autres, mais je pense que cette approche d'avoir essayé de construire quelque chose, voilà, faire de la didactique et réfléchir à comment ça va être compris, y compris dans des contextes éducatifs et tout, ça peut intéresser des vulgarisateurs probablement. Et voilà, donc je sais, j'ai rien de... Est-ce que j'essaye de faire plus de live à l'avenir? Je ne sais pas. Mais à minima, on pourra se retrouver pour les lives post-publication. Donc la prochaine fois, ça sera sans doute pour une vidéo sur l'impact climatique du numérique et en particulier du streaming, qui est un sujet qui revient régulièrement sur les commentaires d'une chaîne YouTube. C'est peut-être pas le sujet le plus hype du numérique en ce moment, mais ça permettra d'avoir un peu les idées claires là-dessus, parce qu'on continue de voir et de trouver et d'entendre n'importe quoi sur ce sujet. Y compris, j'ai vu quelques docs qui reçoivent dans des entreprises sur l'impact des mails, par exemple, qui sont étonnants au vu de la littérature scientifique. Des commentaires étonnants aussi, et des vidéos qui continuent d'être publiées et qui montrent des quantifications, comment dire poliment, incompatibles entre elles. Voilà. Salut Lulu Lelouch, eh bien tu arrives à la fin de cette vidéo, de ce live, sur une vidéo qui est sortie sur la chaîne Le Réveilleur. Donc désolé. Donc pour ceux qui veulent, vous pouvez me suivre sur le Discord, enfin venir discuter avec nous sur le Discord. Et puis évidemment, pour ceux qui ne connaissent pas la chaîne, vous pouvez toujours la suivre sur le YouTube et voir les rediffusions de cette vidéo ici. Mookie, on va enfin savoir si on peut regarder tes vidéos en HD ou en 360p. Effectivement, cette question sera couverte. Donc voilà, il n'y a plus trop de questions, je ne sais même plus trop combien vous êtes. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a fait plaisir ce petit live. Et
en fait, je sais vers qui je vais vous renvoyer. Je vais vous renvoyer sur quelqu'un que j'ai regardé l'autre jour. Et qui montre des images d'une caméra laissée dans les bois. Voilà. Quelqu'un qui nous montre des photos de nature, des photos et des vidéos de nature, qui est un truc... Moi, j'aimerais bien faire ça, moi. Plutôt que parler de l'effet de serre et tout. Aller voir des cerfs. Vous avez vu que dans l'intro de la vidéo, je change les images à chaque fois, et là, il y avait un cerf pour l'effet de serre. C'est très très drôle. La blague est de Michael au début, mais je pense que je l'aurais fait même sans lui. Vulga en biologie, je sais pas, je me suis déjà décidé. Non, clairement, je vais vous envoyer voir des vidéos de cerf. Ça fera un bon lien avec cette post-publication sur l'effet de serre. Et voilà, j'ai écouté, je vous envoie en raid. Encore une fois, j'espère que ça vous a plu. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo. Eh bien, salut à tous, bonne soirée et à la prochaine.